Ouais, Euh, t'as raison. Trois raisons de Karbalta. Qu'est-ce qu'il est fort, Trois chitam. incroyable. Je sens que ce matin, il va nous faire un massage cervical. Donc, le Reuven nous a parlé de Karbalta. Et hier, nous, on a commencé à développer. euh, on a même terminé, mais je vais vous faire un petit résumé parce que je trouve que c'est un petit peu rapide ce qu'on avait dit, enfin un peu trop long. Là, j'aimerais faire un truc plus condensé. On avait demandé, donc, lorsque Rav Ada Barava a déchiré le vêtement de la dame, ouais, que ce soit un problème parce qu'elle veut ressembler au Goyot, bon, elle était Goya en fin de compte, mais, ou bien que ce soit un problème de Sharatnez, ouais, ou peut-être un problème de Tsniout, je sais pas. En tout cas, est-ce qu'il, si ça avait été juif, est-ce qu'il aurait dû payer? C'est la question qu'on a évoquée hier et qu'on a même essayé de répondre. S'il avait été juif, est-ce qu'il aurait dû payer? Donc, a priori, comme les Goya, ils payent, alors la réflexion première d'un homme qui lit sans trop se poser de questions, il dit, bah, il a regretté de payer parce que s'il avait su qu'elle était Goya, il l'aurait pas fait. Et si Bémet, elle avait été juive, bah, il l'aurait fait quand même, bien sûr. Et il aurait été patou. Alors on s'est posé la question, quoi, mais que maintenant, tu veux faire de la religion. Ouais, tu penses que c'est important de déchirer le vêtement de la dame parce que tu es un rabbin et elle a une mauvaise influence sur les sœurs juives. D'accord, tu peux faire Messirut Nefesh et tout machin. Mais tu payes. Pourquoi tu serais pas tour? Pourquoi tu serais pas tour? Comprenez la question ou pas? C'est la question qu'on a évoquée hier. Alors, on a rapporté une Gemara dans Baba Kama Kafret et une Tosefta dans Baba Metzia. La Tosefta, elle nous dit que celui qui trouve un shtar ribit, normalement quand tu trouves un shtar alva'a, quelqu'un qui doit de l'argent à un autre, il y a marqué je dois tant et tant. Et celui qui doit récupérer son argent, c'est important qu'il ait ce shtar pour récupérer l'argent. Il a perdu. Il a perdu son portefeuille avec le shtar B. Et donc, donc toi, tu trouves un shtar comme ça, mais c'était un shtar, il dit voilà, je suis un tel, je déclare avoir emprunté 10 000 shekels et je déclare rendre 12 000 shekels à telle date, etc. Ça s'appelle un shtar ribit. D'accord? Shtar ribit. Et donc, on n'a pas le droit d'avoir un tel shtar, on n'a pas le droit de réclamer le ribit. D'accord? Mais on pourrait dire, voilà, le mec dit, bon, en fin de compte, j'ai fait tchouva, tu me donnes 10 000 et 2 000, j'ai pas le droit de les prendre. D'accord? En tout cas, dans le shtar, ce shtar, il est assourd, ce shtar. C'est un shtar limite. La Tosefta dit que tu déchires le shtar. Donc, tu fais perdre de l'argent pour pas faire fauter l'autre. Donc, on voit que on n'est pas tour. Quand maintenant l'enjeu de ne pas faire fauter l'autre, normalement, si je déchire un shtar de Alva'a, qui n'est pas de ribit, alors je devrais payer. Mais là, comme c'est ribit, on dit que je suis pas tout. C'était la première preuve. Deuxième preuve, donc on voit que quand c'est les afrouché misura, quand tu agis dans l'état d'esprit de les afrouché misura, afin d'empêcher que l'autre ne faute, eh bien, et que tu vas entraîner un ézec, un dommage, pour empêcher que l'autre faute, il semblerait, avec l'exemple que nous avons rapporté du shtar rébit, que mon action d'empêcher l'autre à fauter me rend patour de tout dédommagement monétaire. Deuxième preuve, c'est le cas de l'esclave qu'il devait partir parce que ça y est, le Yovel est arrivé et lui il veut rester parce qu'il aime bien Fernanda ou Ghislaine, ouais, qui était donc la Chifra Kenaranite. Et son ancien propriétaire, maintenant il n'est plus propriétaire parce qu'il est libre au Yovel, le jubilé. Eh bien, il dit non, tu ne veux pas rester là. Mais si, je reste, je suis bien ici avec Ghislaine. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il dit, tu pars, et s'il veut pas partir, ben, j'ai le droit de le frapper, et si je lui casse une dent, je paye pas. Donc, on voit ici, pour empêcher l'autre de fauter,
Non seulement je peux frapper, mais aussi je suis pas tour. Donc revenons à notre question. Comment? Il n'a pas le droit. Un juif n'a pas le droit un juif n'a pas le droit de copuler avec une chifra kénaranite. S'il est Eved Kenarani, bien qu'il ait toutes les mitzvot, le patron peut lui donner pour faire des petits métis, le patron, il peut lui donner une chifra kénaranite. J'ai parlé de Eved, et je me suis trompé, je dis Eved Kenani. Eved Ivri, c'est ça que je viens. Eved Ivri. C'est un juif de naissance de père et de mère, ou que de mère peut-être, et il a fait des bêtises, ou il a des dettes, ouais. Et il était vendu par le Beddin et pour travailler pendant 6 ans, et il a dit je veux rester encore. Et en fin de compte, maintenant est arrivé le Yovel, là il doit sortir. Il n'y a plus rien à faire, là il doit sortir. Et c'est quoi la différence qui reste ou qui sort? C'est pas qu'un contrat de travail, c'est que quand il est Eved Ivri, eh ben, il a le droit d'avoir des relations avec une Shifra Kenaranite dans l'intérêt du patron pour lui faire des petits esclaves, tout mignons avec les cheveux crépus. Et donc, Hmm. Ils sont pas si mignons? Non, quand ils sont petits, ils sont mignons. Donc, nous avons donc deux preuves a priori qui me diraient que bon, quand tu interviens pour la gloire de Dieu, pour empêcher que l'autre y faute, eh ben, pas tour, mon ami, t'es pas tour. Donc, on s'était posé la question, ben voilà, le mec, il a un iPhone, tu vois, t'as un mec, il est assis à côté de toi, il a un iPhone sans filtre, il va aux toilettes, tu lui pètes son téléphone. Est-ce que t'es pas tour? Ah, il est pas en train il est pas à 100% de faute. 100% de faute, il est pas en train de faute. C'est magie, alors. Parce que dans il y avait la trace, c'était le règlement intérieur, quoi. Ça vous embrouille le truc de règlement intérieur, je crois, ça vous embrouille. Non, C'est-à-dire que ça vous a sorti du sujet, le règlement intérieur. Moi, j'ai dû vous parler du règlement intérieur pour traiter le cas lui-même, mais par rapport à notre sujet, on s'en fout complètement, il n'y a pas de règlement intérieur dans le chouk. Donc moi, le but, c'est quand même d'arriver au chouk avec la dame. Ouais. Donc on va oublier le mashgar, peut-être. C'est ma faute, mais qu'est-ce que je fais? Je peux pas ne pas vous rapporter le cas sans vous dire la lacha et de faire des distinctions. Mais il faut oublier le règlement intérieur. Parce que c'est bon, vous êtes plus à Yeshiva. Donc c'est pas tellement le cas qui vous intéresse. Ça change rien en cas. Ça change tout. Quand c'est un règlement intérieur, alors non, maintenant tu vas dans un endroit avec un règlement, alors ça veut dire que de manière, qu'on appelle ça, par défaut, ou sous-entendu, comment on dit, tacite, comment on dit? Comment on dit? Consentement tacite. Consentement tacite, eh ben, tu acceptes le règlement, c'est tout. Sinon, tu manges gratuitement, tu dors gratuitement, mais tu as des choses à respecter. Et si maintenant c'est clair, et même s'il n'a pas dit, c'est clair que dans une yeshiva charédite, j'imagine que des yeshivas d'Atilohomik, c'est pareil, ouais. Pas toutes, mais j'imagine qu'il y en a les fortes. J'imagine que aussi d'avoir le même type de règlement, parce que c'est un outil satanique, le téléphone du maire général, même avec filtre, ouais. C'est une perte de temps énorme, même avec filtre. D'accord? Mais sans filtre, alors c'est complètement satanique. Et eh bien, donc toute yeshiva qui s'adresse à des bachurim sérieux, que ce soit kippa noir ou kippa tricoté, c'est pareil, c'est la même Torah, c'est les mêmes valeurs. C'est clair que tu n'as pas le droit de ramener un tel engin. C'est clair. Tu le sais, quoi. Tu le sais depuis que tu es petit. Machin. Maintenant, l'histoire règlement intérieur, donc, c'est-à-dire qu'on ne rentre plus dans la lacha est-ce que je suis rave, je suis pas tour, c'est-à-dire. Même les goïms, ils ont des règlements intérieurs. Que tu t'engages assis et que s'il arrive ça, tu payes ça, etc. Il y a des contrats dans toutes choses, quand tu loues une voiture, quand tu vas dans un hôtel, ouais. Donc ça, après, il faut se demander, c'est quoi le règlement du consentement tacite? Est-ce que Bémed, machin? Alors ça dépendra de la yeshiva, ça dépend. Et après, c'est pas tellement intéressant, le cas du Mashgiar. Vous comprenez ou pas? C'est pas tellement intéressant, c'est-à-dire par rapport à notre sujet. On sort de notre sujet. Alors dans notre sujet, c'est un mec dans la rue, il me connaît pas, il n'y a pas de règlement intérieur. Il fait une avéra, je lui arrache son vêtement chatte-neige, j'arrache le vêtement, la soutane du monsieur, ou Peut-être que passer dans le chouk, la personne, elle est déjà en train de faire la Vera.
Donc, c'est pour ça que tu n'as même pas besoin de lui faire une astra. Mais si, peut-être que j'en sais rien. Oh là, tu t'embrouilles complètement là. Je sais pas, Tu dis plein d'idées un mélangées. trilou. Mets de l'ordre dans les idées. Tout ce que tu dis, c'est intelligent et juste, mais mets de l'ordre. C'est quoi Non, l'ordre? non, juste exprime-toi mieux. Bah, à toi de réfléchir. Tu dis plein d'idées en même temps, plein de varotes en même temps. Et alors pour l'instant, on était en train de dire que le règlement intérieur, c'est un cas particulier. Ouais. On le met de côté. Et alors dans le chouk, tu m'as fait deux cas en même temps. Le cash, je sais pas. Moi, je le vois plus comme ça. C'est la personne, elle est en train de faire la Vera. Donc, c'est pour ça que Avant ça, il y a un autre paramètre par rapport au Gmarot qu'on a rapporté. Le paramètre que tu es en train de dire, il n'est pas méfourage dans la Gemara. C'est un chilouk, une zvara. C'est léger, on va dire. Peut-être ben oui, peut-être ben que non. Mais un premier chilouk est clair. Par rapport à l'histoire du Aved. euh, Le Aved, on voit que c'est pas tour de lui casser la tête, etc. Pourquoi? Parce qu'il fait Navera. Pourquoi? Quelle différence avec l'histoire de la dame dans la rue? J'étais pas là ou quoi hier? merci. Bah non, mais bah, et Julien il nous a dit un truc pas shoot. Tellement pas shoot que c'est pas shoot, d'ailleurs. Et si vous avez oublié Srilou, que vous rentrez dans règlement intérieur et vous rentrez dans l'histoire de est-ce que ce que toi t'es comme Zora en train de faire la faute. Tous ces Riloukim, ils sont bidons, c'est pas ça le sujet. C'est vrai, mais c'est pas ça le sujet, c'est pas ça l'essentiel. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai entendu comme un bruitage. Non, parce qu'il a, le Red, il veut Non, j'ai rien pas. dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. D'accord. Le Red, Des fois, c'est mieux. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? non, le Red, le patron, il sait clairement qu'il veut pas partir. Il a dit qu'il veut pas partir. C'est suicide, quoi. Parce que la femme, Il y a un mot, mais un mot magique très simple. Hein. Il a prévenu? Il a prévenu? Revenu, c'est tout. Ajoute. Bien. Il y a Shogeg et Amézid. D'abord, tu dois t'assurer que la personne, elle est au courant, Ouais. avant de lui éclater les dents ou écuter le vêtement. C'est tout. Il y a Shogeg et Amézid. Mais Shogeg, qui te dit que tu peux maintenant détruire le cas du Eved? Il n'est pas Shogeg, parce que le patron lui a dit et il veut pas partir. Donc, c'est pas shoot. Et la femme dans la rue, peut-être qu'elle sait pas. Ou même si elle sait, peut-être faut faire Atra d'abord. Mais on Shogeg, peut-être faut faire Atra d'abord. Parle-lui. Ah, d'accord, monsieur le rabbin, c'est vrai. J'ai craqué. Je le savais, mais j'ai craqué. Shogeg déjà. Il faut se demander est-ce que je peux destroyer quelqu'un de Shogeg. Et même s'il est Méside, peut-être faire Atra d'abord. Même s'il est Méside. Il y a deux niveaux, ouais. Peut-être elle est Shogeg, déjà. Bichlal. Et même si elle est Méside, préviens-la avant de la déchirer. D'accord? Ça, c'est le Icar qu'il faut retenir. Après tout le reste, Mashgiar, au moment de la faute, pendant la faute. Oh, c'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. J'ai dû maintenant, pour illustrer notre Gemara, rapporter un cas qui vous a embrouillé. Je sais pas, c'est pas notre relais, c'est on va une barre dans, je me sens dans. Je sais plus exactement ce qu'elle était, mais là, ça veut dire. Demande à ChatGPT, il te donnera une autre taille. Ouais. Hein? On voit que là-bas, on voit que quand il y a deux personnes qui font un A et que la personne ou la dit exactement, ça veut dire, qu'est-ce que veut dire la faute, qu'est-ce que veut dire, de quoi tu vas être raya, qu'est-ce que tu as fait? C'est par rapport à Malcott, ça. D'accord. Ouais. Donc pour la mort aussi, d'accord. Non, bien sûr. D'accord, est-ce qu'il y a mort ou pas mort? Ouais. En tout cas, là-bas, l'intérêt, il dit jamais, mais il faut les empêcher en fait. Pourquoi tu les empêches pas? Pourquoi là-bas, toutes ces marques, tous ces trucs qu'on voit, ces gens qui disent, mais il faut les prévenir, mais en fait, tu dois aller bastonner les mecs pour pas qu'ils passent, quoi. Et ça, personne ne dit jamais ça. Mm. Il y a une marade dans Erchin Daftet Zain Amoud Aleph, si je ne me trompe pas, qui dit, c'est lié au suga de Tochacha, ouais. La Tochacha. C'est quoi la Tochacha, Léon? Voilà. On a un devoir de reprocher à un juif qui veut fauter ou qui veut continuer de fauter. Ouais. Ça s'appelle comment dans la Torah? C'est quoi le pasouk? Il est où ce pasouk? Il est où ce pasouk que j'ai le devoir de réprimander? C'est fait. Oh, je crois que t'as pas trouvé ta place au Beth Midrash. En paracha qui dit, tu sais.
Ah, Razak! C'est vrai que là-bas, il y a tout plein de mitzvot, mais perdu. Donc, non, c'est dans Kedoshim, dans Perek tête. Pasuk tête ou Yutret, je ne me rappelle plus. Et donc là-bas, il y a écrit Treyar tochiar et amitecha, velo tissa alafret, ce qui est marqué devant. Ve'avta le'acha kamocha. Non, non. Lotisna et voilà, lotisna et achira bilbavecha, ochiar tochiar et amitecha, velo tissa alafret. D'accord? Ne déteste pas le juif dans ton cœur, fais-lui un reproche et ne porte pas la faute. Alors, ne porte pas la faute, il y a deux familles de commentateurs. Il y a les commentateurs qui disent que ne porte pas la faute, parce que si tu n'as pas fait une Torah, on va considérer que c'est comme si toi tu as fait la faute. Genre le mec qui mange du cochon, après tu n'as rien dit, après 120 ans, tu vois, mais j'ai jamais mangé de cochon. Si. Mais jamais mangé de cochon. Si. Tu aurais dû lui dire. D'accord? Hop. Donc ça, c'est écrit dans la Torah, dans Parashat Kedoshim, donc dans Sefer Vaïkra. Tu peux lui casser ou pas? Attends. Il va jamais aux toilettes, Aurel, c'est ça le problème. Ouais. Et quand il y va, il prend avec lui son engin. On nous mettra la faute sur lui parce qu'on n'a pas averti. Voilà. Ou bien lotissa la frette, ça veut dire quand tu fais pas la Torah au mec qui faute, eh ben on t'impute sa faute. Lotissa la frette, c'est si tu ne fais pas la Torah, tu portes la faute de détester dans ton cœur. Faut pas détester dans son cœur. Donc parle-lui. Ochriar tochriar, ça fait de petites vacarito. On peut que ça soit plus dans ton cœur. Deuxième explication de lotissa la frette. Ou bien lotissa la frette, troisième explication, si je ne m'abuse. C'est quand tu fais une Torah, fais une Torah sans le blesser, sans l'humilier. Comment? Les deux. Les trois lachotes sont vrais. Maintenant, est-ce qu'on apprend ces trois lachotes, une du Passouk et deux misvara, ou les... Tu comprends ou pas? C'est vrai. Maintenant, la question est, c'est quoi le pshat? Trois pshats positifs, possibles. C'est bon? D'accord? Ochriar tochiar. Très bien. Et sur ça, dans Ochriar tochiar tamitecha, il y a deux gmarotes. Il y a deux gemarotes. Ouais. Il y a une mara dans Erchin Tetzain et une mara dans Betsa, je crois, à Yudbet. Là-bas, dans Erchin Tetzain, il y a marqué que Ad Echan Toracha. Jusqu'où maintenant je dois être mourir? Ad Nezifa. Je sais ce qu'il dit, tu me dégages. Gros relige. Je sais ce qui m'insulte. Ouais. Ad Klala. Je sais ce qui me maudissent. Ou Ad Aka'a. Quand tu vois, alors il y a une marloquette, il y a trois opinions. D'accord? Marloquette. Quand tu vois que le mec il va commencer à te frapper, tout le monde est d'accord. C'est bon. Je ne suis pas obligé pour Torah de me faire casser la tronche. Une autre opinion qui dit je ne suis pas obligé pour Torah de me faire maudire. Et troisième opinion, la plus méquelle, et moins marmire sur la mise Torah. Si déjà il va me gronder et m'insulter même sans me maudire, déjà, je ne suis pas obligé de faire Torah. D'accord? C'est-à-dire Torah, c'est dans l'intérêt de l'autre. Mais attention, ça ne doit pas être trop à mes dépens non plus. On continue à dire Chayecha Kodmim. C'est clair? Je ne suis pas obligé de mourir pour Torah. Je suis pas obligé de me prendre des coups pour Torah. D'accord? C'est clair ou pas? Maintenant, Torah, ça empêché que l'autre y faute. Ça empêché que l'autre y faute. Et là, on voit dans notre bara que Ravada Barahava, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a accompli sa mitzvah Torah. Parce que la femme, elle faisait quelque chose de pas bien. Ou bien elle s'habillait comme une Goya, ou un peu proutsa, ou bien c'est châtenaise. Et donc, pour la mitzvah Torah, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais. Alors, on voit qu'il a fait plus que le din en vérité. Pourquoi il a fait plus que le din? On n'a pas vu dans la Gemara de Erchin que si tu perds de l'argent, tu ne fais pas la mitzvah. Oriar, Toriar, c'est mitzvah tassé, d'accord? Oriar, Toriar, c'est mitzvah tassé. Suivez ou pas? Oriar, Toriar, c'est mitzvah tassé. Donc, quand c'est mitzvah tassé, combien je dois dépenser d'argent pour accomplir une mitzvah tassé?
Boker Tov. Shimon Biton. Exact. Je sentais dans le regard un nom comme ça. Donc, quand maintenant je dois accomplir une attassé, on a dit bon, tu ne dois pas dépenser tous tes biens pour une mitzvah tassée. Mais il faut dépenser un peu d'argent. Alors, il faut voir. C'est compliqué à définir par rapport à mitzvah Torah. Quand maintenant c'est un étrog de base, tu peux être marmire et dépenser chomesh de plus. Mais là, c'est quoi chomesh par rapport à Torah? Je ne sais pas exactement. Mais comme si on dit que Oriar Toriar velotissa la frette, si tu ne fais pas la Torah, alors tu es ouvert un lota assez de porter sa faute, alors ça devient un lota assez. Et dans une mitzvah lota assez, il faut être prêt à dépenser tout son argent. Vous savez que quand maintenant quelqu'un te demande, le patron, si tu dis pas de la shonara sur l'autre, je veux savoir ton associé là, qui a planté, explique-moi ce qui s'est passé. Est-ce qu'il est venu à l'heure? Est-ce que si? Est-ce que ça? Machin. Il te demande de faire un lachonara qui n'est pas les toilettes. Alors, si c'est pour la société, donc c'est un mauvais exemple. C'est pour non, mais juste savoir avec sa femme comment ça se passe. Il te demande ton patron de faire un lachonara sur quelqu'un, peu importe qui. Et même si c'est pas dans le cadre du travail, sur sa femme. Ouais. Et il te dit, si tu me dis pas ce que je te demande, je te renvoie. Et le mec, vraiment, c'est un domaine d'activité très difficile de retrouver du travail. Très, très difficile de retrouver du travail. Et ben, il y a écrit dans la Lacha, les poskim, ils disent, le Rama, il rapporte, mais c'est Mouskam d'après tout le monde, que eh bien, tu dois être prêt à perdre tout ton argent pour pas transgresser un lot tassé. Tu comprends ou pas? Mon beau-père, il était ingénieur à Alstom et tout, et ils allaient donc en route arrête pour faire des centrales nucléaires, des trucs, et, euh, et ils avaient donc des grands restaurants, des machins, des vins à 5 000 euros. Et, bah, si maintenant je fais bande à part, bah, ils vont me renvoyer. Je vais perdre tout mon argent. Dans mon CV, ça va être pas bon. Pas le droit, pas le droit. C'est tout. Il venait pas, il mangeait sa boîte de thon à l'hôtel. Elle est mal la saute. Pas le droit, pas le droit. Il fait pas une. Il était même marqué, même pour la mitzvah tassée. Parce qu'une fois, il y avait une grosse histoire en. C'était où déjà? C'était la centrale nucléaire. Je ne sais plus de Corée, peut-être, je ne me rappelle plus de quel pays. Et il y avait une grosse takala et c'était une affaire d'État. En Corée, il y avait une affaire d'État. Et c'était Il y avait une affaire d'État. Une affaire d'État. Shabbat. Non, c'était Soukot. Le code, il Ouais, c'était une affaire d'État. On en parlait à la télé et tout. Et lui, comme c'était directeur des ingénieurs, alors le patron, il devait lui-même, il se déplaçait jamais. Et le patron, il allait en Corée et il a dit, mon beau-père, ma Corée. Et il dit, non, je viens dans 8 jours. Et quand ça, 8 jours? C'est une affaire d'État. Non, c'est Soukot. Je peux pas. Bon, ça, c'est une Khumra. C'est pas l'OTA, c'est une mitzvah tassée. Parce qu'il dit, Monsieur Lévy, votre carrière est foutue. Ouais. Donc, peut-être c'est une perte d'argent, truc. Bon, il avait de la mouna, mais pour une mitzvah tassée, je suis pas obligé de perdre tous mes biens, vous comprenez ou pas? Je vais perdre mon travail, machin. Mais bon, tu as le droit aussi d'avoir du olam haba, c'est-à-dire de vouloir, comment dirais-je, accomplir une mitzvah tassée, messieurs nefesh. Bon, surtout qu'il savait qu'il était un peu irremplaçable, donc aussi c'est un autre problème, ouais. Donc, hein? Non. Non, il y a certaines personnes dans des entreprises qui cassent les grèves comme lui, etc. Lui, ils n'ont pas lui donner la retraite, même après. Non, il y a des gens ils savent qu'ils ont une place centrale dans la société, ils n'ont toujours pas trouvé quelqu'un de formé, etc. Donc, faut réfléchir. En tout cas, revenons à notre sujet. Donc, pour un lota, si on dit que maintenant lotissa, la frère, il y a un issour d'oraïta de ne pas faire une toracha, donc c'est plus compliqué. Vous comprenez ou pas? Que quand maintenant il y a un issour, alors on doit être prêt à dépenser de l'argent pour ça. Parce que c'est marrant que dans la Gemara, dans Echin, elle dit jusqu'où tu dois faire Torah. Si tu dois te prendre des coups, non, tu n'es plus obligé de faire Torah. Deuxième opinion, si tu dois te faire maudire, tu ne dois plus faire Torah. Si maintenant tu vas te faire insulter, tu ne dois plus faire Torah. On ne parle pas là-bas d'argent. C'est pour perdre d'argent, tu dois plus. Il n'y a pas marqué. Vous comprenez ou pas? On parle maintenant de quelque chose qui touche la personne, pas son argent.
ou bien maintenant son corps il va se faire frapper, ouais, ou bien maintenant également son corps, parce que la klala, il y a des répercussions sur le ou stam son kavod. Mais l'argent, on n'en parle pas dans la Gemara. Il y a une autre Gemara, qu'est-ce que tu as du mal à quoi? À me voir? Ouais, c'est le brouillard. Il y a une autre Gemara, ça c'était dans Echin, il y a une autre Gemara aujourd'hui dans Bepsa. Bepsa elle dit Kishem chez mitzvah lomar davar anishma, mitzvah chez lomar davar chez l'onishma. C'est-à-dire que quand la personne elle n'est pas capable d'entendre ce que je lui dis et il ne va pas écouter, et tu vas lui apprendre un interdit qu'il ne connaissait pas, alors il y a marqué là-bas Moutav Shiu Shogegin. C'est mieux qu'il soit shogeg. Là-bas, on parle des femmes qui recevaient Yom Kippour tard et elles perdaient donc tout s'est fait Yom Kippour et elles pouvaient même déborder. Et donc là-bas, il dit ça sert à rien. Le Rama il rapporte dans Taf Kafret, je crois. Taf Kafret, il dit ça sert à rien de leur dire, elles vont pas écouter. Donc Moutav Shiu Shogegin. Donc d'un côté, tu as un devoir de faire Toracha. On te demande de t'investir jusqu'à un certain niveau. D'un autre côté, il dit, mais il faut que tu sois sûr que il va y avoir des fruits de cet effort-là. Donc revenons à nos Gemara. Tout le monde pense Ouais. que tu dois te frapper. Si tu n'as pas de menace sur toi, tu dois frapper. Tu n'es pas menacé contre nous. Le Zohar va jusqu'à quand en retour tu reçois quoi. Soit une clanasse, soit quelqu'un qui t'a pas mal, soit quelqu'un qui va te frapper. Sinon tout le monde est d'accord que s'il n'y a rien en retour, tu dois frapper. Ouais. Donc Julien, j'avais perdu le fil, il me remet dans le bain. Je te remercie, Julien, de ton intervention. Donc si maintenant j'ai pas de répercussions, ouais, comment dirais-je, et que je vais pas moi-même me faire frapper, eh bien je dois arrêter l'autre. Même si on sait que l'autre, il va pas. Non, mais il va pas, je le frappe. Tu m'as pas vu quand je frappe. Ouais. C'est interdit de se frapper hier. Bah, pas pour ça. Pour empêcher un juif de fauter, c'est permis de frapper. Bon, je ne parle pas à la Khalemassé aujourd'hui, les amis. On ne va pas commencer à faire une petite manif et tous retrouver au poste. Ouais. Idéalement, dans un monde qui est dirigé par la Torah et les Chachamim. D'accord? Ouais. On ne parle pas maintenant d'aujourd'hui. Viens maintenant, on va se trouver un mec dans la rue, ouais, qui n'a pas de kippa. Et j'ai tellement appris du karaté, je ne trouve pas des cas pratiques dans la vie. Ouais. Non, ça s'appelle c'est toi le cas raté. Donc, non, on parle maintenant, bon, Hachem, il faut respecter les lois et on n'a pas le droit de frapper. On n'est pas... Et là, du coup, si je frappe, je vais en prison. Ouais, aujourd'hui. Si je frappe, je vais en prison. Donc, puis même, je peux le tuer, Chazé Shalom. Tuer, j'ai pas le droit. Il faut savoir frapper aussi. Surtout, je promenais avec un bottin, machin, de téléphonique, mais il faut savoir frapper. Donc, Bekitcho, les amis, donc, je ne suis pas en train de pousser à la violence, c'est juste on est en train d'étudier le sujet, bien sûr. Ouais. Donc, je reprends pour Rabbi Shimon. Tu as déjà étudié Brachot? Oui. Quel DAF? On a fait pratiquement toute la massacre, mais il y a besoin de Ça va. défraîchir. Poser des questions là. Hein? Poser une question. C'est gentil avec le nouveau, ça. Une petite question, une petite. Voilà. À rafraîchir avant. Ouais, bien sûr, ouais. Et donc, s'il te plaît, Aurèle, ne mets pas mal à l'aise notre nouveau camarade. Ouais. Donc là, on est la fameuse Gemara, le fameux DAF où vous n'étiez pas ce jour-là. Ouais. Le DAF Kaf. C'est une histoire très connue. C'est l'histoire d'une femme qui se promenait dans la rue. Elle pensait que la vie était belle. Et puis, Tom, il y a Ravada Barahava qui l'a vu avec son karbalta. C'est un vêtement très particulier. Alors, d'après certains, c'est un vêtement qui ressemble aux vêtements que les goyotes importantes avaient l'habitude de mettre. Ouais, une tenue de soirée que les goyotes mettaient. Et le Rav, il a dit non, c'est pas possible. Une juive veut ressembler à une goya, et en plus, c'était rouge. C'est pour attirer les hommes, parce que c'est ça qu'elles aiment bien, les goyotes. Et, ou bien c'est un vêtement de chatnez, d'après le Bet Yosef, et dans l'explication du Rambam, c'est là la page toute du Rambam. Et donc, il est venu déchirer. D'accord? Et quand il est venu déchirer, il s'est avéré qu'elle n'était pas juive. Il pensait qu'elle était juive, elle était Goya. Il a dû payer 412, ce qui est une grosse somme. Et il a dit, comment tu t'appelles? Et elle a dit, Matoun. Alors, elle a dit, ah, Matoun, Matoun. Et Rachid a expliqué, ou bien ça veut dire Mataim, Mataim, jeu de mots, ou Matoun Amtana. J'aurais dû être moins impulsif, Razak.
J'aurais être plus circonspect. D'accord? Ça, c'est globalement la Gemara. Et donc, on s'est posé un certain nombre de questions. Et si elle était juive, il aurait dû payer ou pas? D'accord? Question. Alors, la page toute de Rachi, on semblerait que oui, parce qu'il dit, t'as vu, du fait que j'étais trop rapide, eh bien, j'ai perdu 412. Machma que si c'était une juive, s'il avait vérifié que c'était une juive, il n'aurait pas perdu 412. Mais notre camarade Julien dit non, on peut dire que j'aurais pas perdu 412 parce que ça en valait la peine. Si c'était une juive, ça en valait la peine. J'aurais au moins accompli une mitzvah, donc je suis prêt à perdre 412 parce que ça en vaut la peine. Mais j'aurais dû payer coûte que coûte. Donc on a un safek. Est-ce qu'il aurait dû payer coûte que coûte, mais il était prêt à payer pour une juive, mais pas pour une goya? Ou non, c'est une juive, il aurait été pas tout. Donc ça revient à la question générale. Quand maintenant je vois un juif qui fait une avéra, et je lui brise son truc pour qu'il fasse pas l'avéra, est-ce que je suis pas tout? Ou juste maintenant, j'ai fait Kiddush Hashem, mais je paye quand même? On avait donné l'exemple du monsieur qui avait un téléphone sans filtre, etc. Et un barreau, machin, et on sait qu'il fait des bêtises avec, et il va aux toilettes, je lui casse son téléphone. Est-ce que je dois payer? Vous comprenez ou pas? Ou même, tu vois, par exemple, le père aussi, par exemple. Parlons du père. Le père religieux, machin, le gosse, il a acheté en cachette un téléphone, machin, et on sait que, bon, c'est pas pour commander des chaussettes sur AliExpress. Et parce que de toute façon, il est toujours en tongs. Et, euh, et donc, du coup, le fils, il va s'absenter un moment et le père, il lui détruit le téléphone. Est-ce que le père doit payer? Parce que c'est le fils qui avait économisé pour acheter ce téléphone, puisqu'il l'a acheté en cachette. Vous me suivez ou pas? Est-ce que le père doit payer? Bon, petite parenthèse, ça sert à rien, hein. C'est la seule chose qu'on a gagné quand on fait ça, c'est qu'on a juste brisé le lien. Tout. Mais s'il veut du téléphone, il en aura un autre. Et à force de casser le téléphone, bah, il va carrément partir de la maison. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien de faire ça. C'est-à-dire ça sert à quelque chose, à empirer la situation. Oui, c'est pas que ça sert à rien. C'est pas neutre. Ça empire la situation. D'accord? Mais je parle maintenant des lois d'argent. Pas de Chenour et Eladim. De lois d'argent. Est-ce qu'il est chayav ou il est pas tout? C'est la question. D'accord? Alors si on dit le pshat dans Rashi, j'ai perdu de l'argent parce que si j'avais su que c'était une goya, je l'aurais pas fait. Et la page toute, ça veut dire j'ai perdu de l'argent, mais pour une juive, j'aurais pas perdu d'argent. Donc quand maintenant je fais un acte pour empêcher quelqu'un de faire une avéra, je suis pas tout des dégâts. Ou bien non, j'ai perdu de l'argent parce que pour une goya, j'aurais pas été prêt de payer 412. Pour une juive, j'aurais été prêt. C'est clair le safek ou pas? Et sur ça, on a rapporté l'histoire du Haved, ça c'est dans Baba Kama. C'est plus récent, Baba Kama? Non. Baba Kama. Donc Baba Kama, là-bas, le Haved et tout, il voulait rester tranquillement avec la Chifra, mais il n'a pas le droit. C'est fini maintenant. Après le jubilé, le Haved doit revenir chez lui à la maison, qu'il ait une femme ou pas, l'Oméchané. Il ne peut plus rester. Hein? Haved Ivri. Kafret. Kowah. Kowah. Et là-bas, le patron, il lui dit, enfin son ancien maître, dit, mais il faut que tu partes, tu peux pas rester comme ça et tout. Tu n'as plus le statut de pouvoir aller avec une chifra canaanite. Non, mais je suis fou d'elle. D'accord, je m'en fous. Et donc il lui vient et il a une batte de baseball spéciale, toute rouge, ouais, spéciale pour ce genre de Eved. Et donc il lui casse, je sais pas quoi, les dents, les pieds, quelque chose que ça peut convaincre. Et il a le droit. On n'a pas le droit de frapper normalement. Et on paye quand on frappe. Chez Tripou, il a le droit, il est pas tout. D'accord? Donc on voit que pour empêcher quelqu'un de faire une avéra, on n'est pas tout. Et là, Julien intervient. Il dit, mais je suis pas d'accord. C'est pas une bonne preuve. C'est quoi la preuve? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche dans l'histoire de Ravada Barahava. Est-ce que si c'était une juive, il aurait dû payer ou pas? Vous vous rappelez ou pas? Vous vous rappelez le truc? Alors, il est pas tout, comme pour le patron avec le Eved. Non, parce que le patron avec le Eved, il l'a prévenu. Tu sors maintenant? Veux pas.
Tu sors le reste. Il est accroché comme ça. Il a prévenu. À ses risques et périls. Mais là, la fille, dans l'histoire, il arrive Ravadabarava. Plac. Peut-être que pour être patour, il faut prévenir. Il faut faire ce qu'on appelle Atra'a. C'est clair la problématique? Non, c'est bon? Ouais. Donc, ça, c'est une première remarque importante. On n'a pas trouvé de preuve, ouais, où on peut faire un truc sans attrape. Parce que on a comme opinion qui permettrait de dire que on n'est quand même pas tour sans faire attrape, le Rambam. Parce que le Rambam, lui, a compris que le vêtement de la femme n'était pas. C'est pas parce que c'était un vêtement ou de tsniout ou de goyot, etc. C'était chatnez. Karbalta, c'est un vêtement chatnez. C'est genre le Hugo Boss de l'époque. Ouais, Karbalta. Et c'était chatnez, et il a vu, waouh, du chatnez et tout. Il pensait qu'elle était juive, il a déchiré. Mais il lui a pas dit, va vite à la maison, où elle-même, elle aurait pu décider. En réalité, c'est spécial comme cas, parce qu'on a vu que quand c'est du chatnez d'Oraïta, hein, La main comme on a enlevé. il y a Féméod. Ça, c'est justement la Gemara qu'on a développée avant Pessah. Ouais. C'est Ken Chochma Ven Vuna Ve'en Aetza Leneged Hashem. Ouais. La personne doit se dévêtir, même Birshut Arabim, Birshut Lifnei Kula. Il est Mezalzel Birkvodo. On repousse Gvod Abriod pour ne pas continuer à transgresser un Issour. Ouais. Donc c'est un cas quand même spécial où maintenant lui, si je lui dis, que je lui dise ou je lui dise pas, ouais, mais pourquoi déchirer ça? Pourquoi déchirer? Pourquoi abîmer? Donc le Rambam, il parle de déchirer, le Rambam. Vous comprenez ou pas? C'est un chidouche dans le Rambam. D'où il a vu ça dans la Gemara? La question, c'est quoi le Mékor? Lui, lui, il explique la Gemara d'une certaine manière, le Rambam, qu'on parle d'un vêtement chatnaise. Et c'est pour ça que la Gemara a rapporté ces deux histoires côte à côte. Il y avait l'histoire du mec chatnaise qui doit l'enlever. Et après l'histoire de Ravada Barahava, qu'il a déchiré le vêtement chatnaise de la femme. C'est ça la juxtaposition des cas d'après le Rambam. Parce que sinon, c'est pas pourquoi on a parlé de l'histoire de. La Gemara elle a continué sur ce sujet-là. Mais cette Gemara-là, elle est étonnante. Même si le Rambam il explique comme ça, de l'expliquer comme ça, c'est étonnant. Il devrait lui dire à la dame, ouais, et elle l'enlève. Pourquoi déchirer? En tout cas, tel que le Rambam a compris la Gemara, on voit que sans prévenir, on déchire. Il n'a pas dit préviens d'abord. Je vais vous relire le Rambam si vous voulez bien. Parce que j'ai peur de ne pas avoir bien mémorisé, donc je vais vous lire comme ça, on est tous ensemble dans le problème de Zikaron. Donc c'était Dafkaf. Voilà. Daf Tête à Moudbet, pardon. Et donc, oui, voilà. Il y a marqué, voilà, très bien, Rambam. Il est où le Rambam? Le Rambam, les Kilaim, Yud Kaftet, 10, 29. Aroé Kilaim Shel Torah, celui qui voit des Kilaim, d'Oraïta, pas des Rabbanan. Parce qu'on a déjà étudié ensemble qu'il y a aussi Kilaim des Rabbanan. Al Chavero, tu vois un mec? Mais attends, mais il a un Hugo Boss, le mec. Afilou Ayamel Herbechouk. Il est dans la rue. Kofet Slov et Koran Alav Miad. C'est spécial, hein, ce Rambam. C'est-à-dire, on comprend d'où il sort ça. Le Betzon, il sort de cette histoire-là. Mais on se demande, mais pourquoi il fait ça? On comprend la source du Rambam, mais d'après le Rambam, on ne comprend pas la Gemara. Pourquoi il déchire? C'est la question. Ouais, on comprend. Lui, il a compris ça dans la Gemara, le Rambam, ouais. Mais comment il est arrivé à dire que c'est ça qu'elle parle, la Gemara? C'est violent comme histoire, la Gemara, pour le Rambam. Il a une source, mais on ne comprend plus la Gemara. On comprend le Rambam, on ne comprend plus la Gemara. Ma putain, je déchire. Dis-lui, il enlève. Vous savez qu'à l'époque, ils n'avaient pas un vêtement proche du corps. La femme peut enlever son vêtement et ne pas être dénudée, ouais. On n'est pas obligé de faire un scénario, il n'y a pas le choix. Elle ne l'aurait pas fait, machin. Qui t'a dit? C'est-à-dire, on parle d'Alacha ici, on ne parle pas d'un cas particulier. On parle de Chavero ici. Lui, il a traduit au cas d'un homme, ouais. Et Chavero, il peut être torse nu dans le chouk. Donc dis-lui, il va l'enlever, pourquoi te déchirer? Bon, alors quand même, il faut savoir un truc important. Un vêtement chatnaise, à l'époque, c'est que le tissu, il était lin laine.
Donc, de toute façon, il est mort. Le vêtement, il est mort. C'est pas les épaulettes ou la fermeture éclair et on va faire un petit tikkun. Il est mort. Des fois, tu vas au Chatnez, le mec, il te dit, on peut pas le réparer. C'était ça à l'époque, les vêtements Chatnez. Donc, pourquoi on fait une dika? Tu sais qu'il faut qu'on achète un vêtement en laine, un costume. Un pull, c'est pas la peine, mais un costume, si c'est un pull, mais il y a un écusson accroché, là, il faut faire l'abdika. Un pull en laine avec un écusson ou des sortes de chaussures accrochées, ça fait l'abdika parce que des fois, ils accrochent avec un fil en lin. Mais si c'est un pull sans rien, ouais, en laine, on n'a pas besoin de faire l'abdika. Mais un costume, comme il y a pas mal de, comment dirais-je, de textiles mixturés, ouais, donc des fois, et ça arrive, mais ça arrive, il y a du chatnez. Mais c'est rarement que le tissu lui-même, ce soit une association du lin et de la laine. C'est genre les épaulettes, souvent c'était dans les épaulettes, ou bien pour accrocher certains endroits fortement avec du pustan. Ah mais pustan, ça coûte cher qu'ils prennent un truc en synthétique. Ouais, mais quand c'est des costumes, Aurel, qui ont été faits en Russie, dans les pays de l'Est, ils ont du pustan à revendre. C'est ça le problème. À une époque, c'était les produits qui étaient faits dans les pays de l'Est. Il y avait beaucoup de châtaignes parce que le pustan, il coûtait rien. Ça poussait très facilement et ça coûtait rien. Donc ils en mettaient un peu partout. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Et donc, dans ce cas-là, on vérifie et pourquoi le déchirer? Il n'y a pas de quoi déchirer. C'est réparable, c'est Baldachrit. Mais dans le cas de l'époque où il a vu que c'était un vêtement châtenaise, ouais, donc c'était repérable. Donc c'est le vêtement lui-même, donc il est réparable. Vous comprenez ou pas? Un vêtement châtenaise, c'est irréparable. C'est un vêtement qu'on doit détruire. De toute façon, on doit le détruire. Donc ça sert à quoi de lui dire? Donc le cas est spécial, comprenez ou pas? Elle va l'enlever, mais ça sert à quoi? Moi, il faut que je le détruise. Parce qu'elle va le remettre après. Mais ce vêtement est à sourd, il n'y a pas de solution à ce vêtement-là. Donc je dois le détruire pour pas qu'il, par la suite, il le mette. Comprenez ou pas? On pourrait dire non, mais il peut le revendre. C'est pas sur Bernard. Comment? Sa copine est maltraitée. Oh là là. Je serais pas le cousin Gévin de Agatha Christie. Là, tu m'as fait un scénario. Ouais. J'ai peur de la chute. Le mec, tu vas mettre dans la rue, non. Lui, d'origine, c'est un pygmée. Moi, tous les vêtements, lui a prêté. Le vêtement châtaise le revendre. Bon, alors, c'est compliqué comme question. C'est compliqué. Faudrait le vendre à un goy. Ouais. Est-ce qu'on prendrait le risque? Je sais pas, je connais pas la halakha. Est-ce qu'un vêtement châtenaise, il y a une halakha de le détruire? Ou non, on dit vends-le au goy. Est-ce que maintenant qu'il y aurait une xéra des rabanan, ouais, mipne achotim, que pour éviter les tralouets, ouais, je vais le vendre à un goy, ouais. On ne croit pas trop, on croit que tu vas le remettre. Est-ce qu'on dit non, tu vas un vêtement châtenaise, on le détruit et on ne pose pas de questions? Je sais pas. Je peux regarder en 10 secondes. Dans la Gemara, il lui a pas demandé de l'enlever déjà? Non, non, justement, c'est le problème. D'après le Rambam, qu'on parle d'un vêtement châtenaise, il dit pourquoi il tombe dessus, il déchire. Si c'est un vêtement. Si c'est. Avec la couleur? Non? Alors, ça, c'est le harour. Le harour, il dit que c'est un vêtement rouge parce que ça s'appelle carbalta. Carbolette, c'est la crête. La crête du coq, ouais. Et donc, carbalta. Mais le problème, il y a certains conférenciers qui ont un peu détourné la Gemara. Le vrai problème de la Gemara, c'était pas la pritsout, que le rouge, c'est pas route. Non. Le vrai problème, c'est un vêtement de Goya. Et les Goyotes, elles ont l'habitude de s'habiller en rouge pour attirer les hommes. On voit que le rouge attire les hommes. Mais c'est un vêtement aussi précieux, c'est-à-dire c'est un vêtement de princesse, de trucs. C'est pas n'importe quel, c'est pas un t-shirt rouge où il y a marqué dessus compagnie de Californie avec un peu des taches d'huile de Kayla. Ouais. Donc c'est un truc de soirée, quoi. Imagine, je sais pas, un vêtement soyeux de soirée rouge. Tu comprends, ça c'est provocateur. Un pull rouge, je suis pas sûr qu'on puisse déduire ça de la Gemara. Comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est pas pareil. Le pull, par définition, n'est pas tellement attirant. Il est rouge, Asma.
Mais c'est vrai qu'on est marmire dans ça, on dit aux femmes en général, ne mettez pas du rouge, mais les poskim me disent pas, l'avdavka le rouge, le jaune fluorescent aussi. Une couleur qui interpelle. Look at me s'appelle, la couleur look at me. D'accord? C'est bon? Revenons à notre sujet. Donc quand c'est un vêtement précieux, machin, une juive, elle ne peut pas mettre un vêtement comme ça. Tu vois, là-bas, on n'a pas dit elle va revendre à une Goya. On dit pourquoi tu le déchires? Là-bas, on n'a pas dit on va vendre à une Goya. Pourquoi tu fais perdre tellement je fais perdre d'argent à la fille? Pour Rambam, c'est encore dans un petit peu au shtar. Ce cas, pour Rambam, il se rapproche un peu du shtar. On a vu, soit qu'il y a un shtar limite à la main. Donc, tu le remets, tu reviens. Il y a de en main, donc là-bas, il n'est pas. Ouais, mais là-bas, là-bas, il y a un din là-bas dans Shtar Bribit. Il y a un din. Doit être coréen. Parce que t'as pas, le Taz, il dit tu n'as pas le droit d'être Mekayem. Un Shtar Bribit, il y a un sourd d'être Mekayem. Pas le droit de garder chez soi. C'est comme tu n'as pas le droit de garder chez toi de la Vodazara, tu ne peux pas garder chez toi un Shtar Bribit. La question, est-ce que dans Chatnez, elle existe, cette halakha? Tu n'as pas le droit de garder chez toi un vêtement Chatnez irréparable. Est-ce qu'elle existe, cette halakha? Comprenez ce que je veux dire ou pas? Il y a une takana, par exemple, de ne pas élever des cochons. D'Oraïta, on pourrait, pour faire des mocassins. Non, en Eretz Israël, en Eretz Israël, on n'élève pas des cochons. Takana, à cause d'histoire du cochon qui est monté sur la muraille et tout. Rappelez ou pas? Avec la guerre entre les deux frères. C'est pas le sujet, c'est pas grave. Donc, donc il y a des takanas des fois, des trucs qu'on craint que tu fasses des avéras, on dit non. On fait une barrière. Est-ce qu'au-dessus du Châtenez, elle existe, cette barrière? Regardez juste 2 secondes, comme ça, rapidement, quoi. On va passer la Châtenaise. S'instruire, quoi. Mais bon. C'est quoi ça? Comment ça marche? C'est faire. Je sais pas. Je tombe pas sur un livre de la phrase, dommage. Ah ouais, ouais. Il y a un truc comme ça. Oufalef. Daf Oufalef, c'est où? Je vais voir. J'ai trouvé un truc là. C'est bon ça? Oufalef, voilà. Vous entendez ou pas? Oh là, c'est quoi ça? Je sais pas, c'est une fausse adresse. Bon, j'ai des devoirs à la maison à faire. Des petits devoirs. Une dernière recherche. Voilà. Non. Bon, c'est intéressant comme question. Voilà, Dafresh Kaftet. Non, parce que c'est intéressant. Imagine maintenant, tu bosses, je vous donne un peu des ambitions, tu veux devenir bodec de vêtements de Chatnez. J'en ai marre Non, je sais pas bien. d'être un ingénieur. Je veux devenir maintenant bodec vêtements de Chatnez. Et le mec, il t'amène un vêtement de Chatnez irréparable. Est-ce que tu peux lui rendre? 229. 229. 229. Resh Kaftet. Resh Kaftet. Resh Kaftet. Resh Kaftet. Qu'est-ce que t'as dit, Aurel? Toi, tu le rends, toi, Nahon? Nahon, toi, tu le rends, Aurel, toi? Il faut toujours, ouais, toujours. Il faut être gentil. Bisounours. Ouais, je comprends. Moi, aujourd'hui, quand tu étais petit, je t'aurais pas montré Bisounours. Moi, je t'aurais montré Albatror, Goldorak et tout. J'ai jamais eu ça. Ben, je sais, bon, ça t'aurait fait beaucoup de bien, Aurel. Moi, ça fait pas du tout. Quel sadique. Ah là là. Mère Teresa en homme, c'est extraordinaire, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il en parle ici ou pas? Resh Kaftet. Je sais pas, il en parle pas, c'est une erreur. Je sais pas. Allez, je ferai ce travail tout seul. Je ferai ce travail tout seul. Donc revenons à notre sujet.
Donc, qu'est-ce qui est rappelle-moi, Julien, le développement. Donc, on a dit, d'après le Rambam, c'est spécial. Si on dit qu'on n'a pas le droit de garder un vêtement chatnaise, donc c'est pour ça qu'il lui a pas demandé. Il n'y a pas besoin de faire attra. Parce que, de toute façon, cet objet, il est voué à sa perte. Ça mange tard. Si on dit que. Voilà, si on dit que. Mais si maintenant, le vêtement, s'il n'y a pas de takana des Rabbanan, il aurait pu le vendre à un goy. Alors là, tu as fait perdre l'argent. C'est comme, je sais pas moi, le shochet, il a raté sa shrita. Alors je lui brûle la viande. Mais attends, je peux le vendre à un goy, qu'est-ce que tu veux? J'ai peur que tu la manges. Mais attends, mais de quoi je me mêle? Dans la viande, on dit pas ça, d'accord. Dans la viande, on dit pas ça. Est-ce que dans le chatnez, on dit comme la viande ou on dit comme le shtar rebit? Shtar rebit, on dit tu détruis. La viande, on dit non, il peut la vendre à un goy. Là, on parle d'un vêtement bon, qui a une valeur, mais on imagine que le gars, il est marchand de tissu, il a 600 rouleaux de tissu. On lui détruit. Il n'y a pas une notion de, pareil, de faire perdre de l'argent. On dit on est battel sur un vêtement qui coûte quelques sous. Est-ce que maintenant, non, non, est-ce qu'il y a une takana des Rabbanan? S'il y a une takana des Rabbanan que tu n'as pas le droit de posséder, ouais, un vêtement chatnez, bah, ça t'apprendra la prochaine fois à bien vérifier avant d'acheter un rouleau de 600 km. Comment? Il dit, Julien, peut-être la takana sur l'individu, un vêtement, il a acheté, il aime bien. C'est quoi le issour? C'est de posséder Ana'a. Non, il n'y a pas d'ana. D'Oraita, il n'y a pas d'ana dans Chatnez. D'accord? C'est parfait. Tu peux avoir un tableau Chatnez, d'accord? Pas de problème. Je peux avoir un tableau Chatnez, je peux avoir un. Maintenant, après, de s'asseoir sur un tapis Chatnez, c'est des rabananes, machin. Mais un truc qui n'est pas un vêtement, il n'y a pas Issourana. Ouais, c'est pas Issour, c'est pas de la Vodazara, c'est pas du Chametz Harapessar, et c'est pas du Bassar et Khalav. Pas surtout, on dit Issourana. Khalav, on dit Issourana. Mais il y a peut-être une takana des Rabbanan, comme quelqu'un, il a tendance à peut-être mépriser, négliger ce Issour, donc on le renforce, on dit, bah, on doit détruire un tel vêtement. Donc on laisse cette question en suspens, parce que je n'ai pas trouvé suffisamment rapidement une réponse. Donc revenons à l'histoire. D'après le Rambam, on peut comprendre le Rambam qu'il n'y a pas d'atra'a. On doit directement déchirer si c'est un vêtement chatnez. S'il y a une halakha comme ça, que Assour les kayem beget chatnez, donc il ne peut rien en faire. Lui-même, il aurait dû le détruire. D'accord? Et donc, du coup, comme on dit chez nous, Shura. Comment? C'est pour ça qu'il ne paye pas. Quand il ne dit pas toujours pour payer, c'est esclave. Dans le cas où sinon, c'est pas châtelet, mais c'est en cas de. Plus, comment on dit, comme Goïd, mais comme le Goïd. Il payera d'après Rama, ça se trouve. Pas de preuve, en fait. D'après le Rambam, il n'y a pas de preuve. Hein. D'après le Rambam, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve, mais il n'y a pas de preuve du contraire, parce que lui, il a voulu l'expliquer dans Chatnez. Il n'y a pas de preuve. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que maintenant, une femme, elle fait un issour, ouais, à l'époque où nous, les Juifs, on s'habillait différemment des goyim, mais plutôt une Juive, elle commence à s'habiller comme une goya. Et un rabbin, il a utilisé cette marque, j'ai envie d'être comme Ravada Barava, comme ça, quand j'enlève mes chaussures, il pleut. Ouais. Alors, et il vient maintenant lui déchirer. Est-ce qu'il n'est pas tour ou pas? Est-ce que le problème, c'est pas qu'elle a mis un habit de Goïm? Ça, c'est l'opinion du Harour. Ça s'appelle Bechukotehem Lotelechu. D'après le Harour, c'est ça le Issour. Le Issour, c'est. Et on peut comprendre que l'intervention de Ravada Barahava, elle soit basée sur le fait que bah, c'est peut-être un phénomène nouveau qui risque de se répandre. Il faut intervenir avant que l'épidémie ne, comment dirais-je. Il n'y a pas une notion d'exemplarité pour donner un. Voilà. Alors il y en a qui expliquent cette mara-là comme ça, le Rav Berman et d'autres, que Efker, Beddin, Efker, le Beddin et le Rav, bon, c'était le gars de la Dor, Ravada Barahava, il peut décider d'intervenir dans l'intérêt de la communauté, ouais, et il a ce qu'on appelle carte blanche. Efker, Beddin, Efker. D'accord? Mais c'est bizarre parce que Efker, Ben Efker, c'est à une takana. Hein. Il dit voilà, on va décider que, comment dirais-je, que cet argent-là, tu payes pas, etc. C'est quelque chose de cadré. Mais c'est pas carte blanche. Le rabbin, il fait ce qu'il veut, il est tout le temps patou. Là, on voit que la Gemara nous présente l'intervention de Ravada Barava comme étant une initiative, quelque chose de spontané. Comme maintenant le Beddin, il décide, voilà, à cause des gens, Chatnez, on va interdire comment dirais-je, par exemple,
je ne viens pas confirmer, je vais juste donner un exemple qui est peut-être faux. Chatnez, on va interdire de garder un tel vêtement chez soi à la maison, et celui qui le trouverait, il le détruirait, et on le rend pas tour. Comment tu rends pas tour si la Torah l'a pas dit? Parce que Efker, Bedin, Efker, le Bedin, il a le pouvoir d'enlever la possession de l'argent des gens. Ça s'appelle Efker, Bedin, Efker. D'accord? C'est un couard que la Torah l'a donné au Bedin. Parce qu'il y a une takana à l'avance. Mais là, le rabbin, maintenant, tu vois ou pas? Il fait maintenant une certaine initiative. Je suis pas tout, mais je suis Efker, Bedin, Efker. C'est étonnant. Il y a certains méfarchim qui expliquent comme ça. Le Rav Berman, le genre du Rav Shach, il explique ici, ce sera Efker Ben Efker. Lui a compris que c'était pas tout. Shum Efker Ben Efker. C'est bizarre, on peut spontanément faire quelque chose et dire voilà, non, moi j'ai ma carte d'immunité diplomatique, Julien. C'est un chidouche de dire un truc pareil. Ma putain, on dirait qu'il serait pas tout. C'est pas écrit à Gemara qu'il est pas tout. Et je veux dire qu'il est pas tout en inventant l'immunité diplomatique des rabbins. C'est bizarre. Non, la Maroc, le Rachid, il est déçu d'avoir payé. Bon, ça l'a embêté sur la Matoun, ça veut dire. C'est parce que patience, c'est bizarre ou c'est parce qu'il était déçu? Ben, je vais te relire la Gemara, Julien. Ça va nous faire beaucoup de bien. Il est écrit dans la Gemara comme ça. Alors déjà, les Mefarchim demandent, c'est clair la remémorisation de l'histoire, Shimon? Donc la femme et tout, en fin de compte, il a appris qu'elle était Goya, il a dû payer 412. Et bizarrement, il lui demande, c'est quoi ton nom? Quand tu perds un procès, tu dis, c'est quoi ton petit nom à toi? Ouais? Ouais, il avait une poupée vaudou? Ouais? J'ai pas compris. C'est quoi? Pourquoi il demande le nom à la dame? Un rabbin, il demande le nom à la dame? Marqué dans Pour prier pour elle? Ouais, hein? marqué Shmouya. On va lire dans les mots, Marco. Il y a marqué ici, il y a marqué Chamoua C'est moi, voilà. Hein? Be'arba Me'azouz. Donc on a évalué le dégât à 412, qui est une grosse somme. Amarla Mashmer. Comment tu t'appelles? Amrale Matoun. Tu lui as demandé, et il savait qu'il était. Ah, Matune. Vous savez, c'est incroyable, Mina Shamaim. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Matune, ouais. Mm. Alors, faut se demander, il y en a qui demandent, mais pourquoi il a demandé son nom? Pour l'origine, non? Son origine. Si elle est portugaise, si elle est néerlandaise, bizarre. Une africaine blonde aux yeux bleus, c'est bizarre. On évalue alors tout à l'heure. Quand on a évalué du 412, là, ça veut dire on a évalué parce qu'elle n'était pas juive ou parce qu'entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle était Le tribunal Goy, d'accord, ok. le tribunal Goy a, Ouais, ça avait 400. bien sûr, dire qu'il est rêve, c'est pas shoot. Bah, tu déchires un vêtement. Pas shoot qui est khayab. Mais on a dit il a dû payer 400. Et pourquoi l'agma me dit combien il a payé? On s'en fout. Alors, d'après le préchat de Rachi, on comprend pourquoi on nous a dit combien il a payé. Après, il a demandé comment tu t'appelles? Matoun. Ah, il a dit, après avoir entendu son nom, il a dit Amarla, Matoun, Matoun, Arba, Meazouz, Shavia. Matoun, Matoun. Rachi, première explication Mataïm, Mataïm. 200, 200. Alors quoi, elle était en extra large? Pourquoi deux fois Matoun? Bizarre. Et si les 600, il aurait dit Matoun, Matoun, Matoun. C'est une mara de table de multiplication. Donc le premier pshat, moi j'ai pas bien compris le premier pshat. L'intérêt du premier pshat de Rachi, c'est que la Gemara a dû me dire qu'il a payé 400. C'est pas superflu de dire qu'il a payé 400, ça nous permet de comprendre là-dessus la Gemara qu'il a dit Matoun, Matoun. Vous comprenez ou pas? Mais d'après le deuxième pshat de Rachi, Matoun, c'est la chose Amtana. J'aurais dû être plus Matoun, plus, comment dirais-je, circonspect, plus respect, avant d'agir. Ne sois pas impulsif, Matoun, sois Matoun. Et vous, Metounim Badin. C'est clair, Aurel? Ouais. Donc, d'après, comment dirais-je, la deuxième explication de Rachi, pourquoi l'Agma nous a dit qu'il a dû payer 400, on ne sait pas. On dirait qu'il a payé beaucoup. Voilà, il a dû payer une grosse somme, et c'est une tellement grosse somme que j'aurais dû bien réfléchir avant d'agir. Comprenez ou pas? Ça explique pas pourquoi il lui a demandé son nom. Ah, ça, ni le premier chat, ni le deuxième chat. On ne sait pas pourquoi il a demandé son nom. Vous avez une idée pourquoi il a demandé son nom? C'était écrit déjà à l'avance quand on dit. Ouais, ça, c'est l'histoire. Il sort dans toute pièce, quoi.
Est-ce qu'Hachem cherche à le faire s'est trompé, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ça. Vous entendez ou pas, Julien, ce qu'il dit? Julien, quel droit de parole. La Tabassab, c'est ton de pièce, tout ça. C'est quoi, c'est? C'est l'histoire qui est montée de pièce. Mais non, Marco, tout de suite, la conspiration, Marco. Non, mais c'est-à-dire que. Il fait partie du club des conspirateurs. Mais non, Marco, il n'y a pas des conspirations partout. Non, Le Corona, c'était vrai. Alors, on continue. Il y a quelque chose qui cloche. J'entends des voix. Maintenant, écoute-moi. Vous entendez ou pas? Alors, j'ai vu un pied rouge comme Julien. Un livre que j'aime bien, d'ailleurs. Il dit, en général, la Gemara dit, un tzaddik, il lui arrive pas de... Hachem, il le protège. Afilou, Rabbi Pinchas Ben Yair, même la Behematam Shel Tzadikim, même eux, ils sont... Tu connais cette histoire de Behematam Shel... Même eux, ils sont protégés. C'est en Shabbat. Ouais. Il dit, Maklara, j'étais sûr que c'était une juive. Elle avait le gros nez, les oreilles décollées, les cheveux crépus. J'étais sûr que c'était une juive. Makara, pourquoi Hachem m'envoie une histoire pareille? Donc il cherche à savoir Makara. Aurel. J'étais sûr que c'était une juive. Donc il est tombé dans un piège. Hachem a tendu un piège. Yamatou. C'est pour m'apprendre. Alors, d'après deuxième explication, on comprend, ouais. Pour m'apprendre que c'est bien, mais il faut des fois faire preuve de retenue. Ah, j'ai compris pourquoi je vais m'envoyer ça. Ça valait bien 412 de m'apprendre cette mida-là. C'est intéressant comme chat, non? C'est quoi les 412? Payer la robe? Payer la robe. C'est une robe de soirée. Christian Dior. Parce que 412, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et parce qu'on a dit que Mataim Zouz, c'est la Ktuva pour une Betula. Et une Ktuva, à peu près, c'est ce qu'on gagne pendant un an. C'est énorme. Donc, Bekitsour, vous comprenez ou pas? Alors, le problème, ça, c'est donc une bonne question, une bonne réponse de Julien. On a mis le chat du monsieur, du Rav que j'ai vu, que j'ai bien aimé. Le problème, c'est si on relit toute la Gemara depuis le début. Pourquoi on nous a rapporté l'histoire de Ravada Barahava, Aurel, qui s'ennuie? Ouais. Pourquoi on nous a rapporté Ravada Barahava? Ouais. Pourquoi le lien? C'est avant Non. Pourquoi on nous a rapporté l'histoire de Ravada Barahava? le Châtelet, dont on doit vraiment. Non. Pourquoi on nous a rapporté l'histoire de Ravada Barahava? Voilà. Parce qu'il y a la Gemara, elle dit c'est incroyable quand même. Nous, on prie comme des malades, on va au cimetière, on se déchire les vêtements et tout, même pas une goutte, elle tombe. Lui, Ravada Barahava, il y avait la disette, il enlève sa chaussure, schlaf. Un typhon. Un typhon, fond. Incroyable. Pourquoi eux, ils avaient des nissim, nous, on n'a pas? C'est la question de la Gemara. Non, mais eux, ils savaient être Moser Nafesh al Kiddush Hashem. Donc, on est en train de critiquer Ravada Barahava. On est en train de le louanger. Le louanger. Et dans l'histoire, on est en train de dire Hachem m'a envoyé ça pour m'améliorer. Attends, c'est un défaut, c'est une qualité? Vous comprenez ou pas? C'est un défaut, c'est une qualité en fin de compte. C'est un défaut d'affaire. Nous, l'Agma, nous vous le présentez comme une qualité, et on est en train d'expliquer avec la bonne remarque de Julien que c'est un défaut. Il faut être un peu plus circonspect. Vous comprenez un peu? Ça se contredit un petit peu tout ça. C'est un défaut dans la qualité. C'est un défaut dans la qualité. Il y a fait, Marco. Une qualité, mais un peu de. Chazak ou Baro. Donc ça, c'est les propos du Aïn Aya qu'on a commencé à aborder hier. Donc le Rav Kook, son commentaire sur la Haggadah, lui, il explique donc qu'il y a deux types de tikkun. Un homme, il doit arriver à la shlemut. Il doit arriver à la shlemut. La shlemut commence par le limud Torah. D'accord? L'outil pour lutter contre le Yetzer Hara, l'outil pour ne pas faire d'erreurs grossières dans la vie, l'outil pour enlever les mauvaises pensées dans la tête. Ouais, Hachem, Bara, Yetzer Hara, Bara, Torah, Tavlin. Vous connaissez ce jingle? Non? On va changer de radio. Hachem, Bara, Yetzer Hara, Bara, Torah, Tavlin. Tavlin, c'est le remède au Yetzer Hara. D'accord? Et c'est quoi la Torah? C'est pas uniquement des connaissances,
pour savoir ce qu'est moutard, ce qu'est assourd, parce que même quelqu'un qui a pas de problème de mémoire, il doit tout le temps continuer à étudier. D'accord? Il connaît toute la Torah, il continue à étudier. C'est pas juste acquérir des connaissances. Alors pourquoi je continue à étudier si je connais déjà les conclusions? Ben, ça t'apprend à développer un esprit rigoureux, la réflexion permanente. Donc quand tu es projeté dans des situations particulières, tu as une retenue, tu as une réflexion, tu as une analyse. Tu agis de manière rigoureuse, pas de manière impulsive ou de manière. Bah, qui ramène un autre ordinateur, les mecs de France. Ils me demandaient qu'est-ce que je voulais. Ils pensaient que j'allais demander une crème ou un truc. Non, ça y est, il marche. Bon, Hachem, ça refonctionne, ça refonctionne. Ah, il a eu peur et tout, là, chez l'ordinateur. Donc, attends une seconde. Donc, c'est clair? Donc, la base du travail de l'homme pour ne pas être comparable à un animal instinctif, c'est de développer une objectivité. C'est clair? Mais le problème de l'objectivité, c'est que ça paralyse. J'ai un doute, je ne sais pas quoi faire. 50-50. C'est des fois quelqu'un qui est très réfléchi, ben, ça lui enlève beaucoup, ouais, de spontanéité, beaucoup de courage, beaucoup de prise de risque. Les hommes d'affaires qui ont réussi, ce n'est pas forcément des gens qui ne savent pas prendre des risques. Au contraire, ils savent prendre des risques. Ils savent faire la part entre, voilà, entre le suicide et la prise de risque. C'était débile, là. Non, c'était pas débile, il y avait des chances. Mais là, il y a une zone floue. Bon, j'ai du flair, je me lance. D'accord? Il y a du flair aussi dans les affaires. Moi, j'ai dû rencontrer pas mal de gens qui réussissent dans les affaires. Ils ont de l'intelligence, mais ils ont beaucoup de flair. Mais quand tu n'es que intelligent, tu ne peux pas réussir dans les affaires. Tu es un bon fonctionnaire. Tu ne peux pas. Il n'y a pas que les affaires, dans la vie aussi. Des fois, il y a des risques à prendre dans la vie. Il y a le mariage. Le mec qui est trop réfléchi, il ne va pas se marier. Mais le Rav, il m'a dit en chiour, il y a 60% de divorces. Donc logiquement, pourquoi je me marie? Et dans les 40% qui ne divorcent pas, il n'y a que 10% qui sont heureux. Je vais m'acheter un toutou. Ouais. Là, j'ai vu 80% des gens qui ont un chien sont heureux. Vous comprenez ou pas? Un mec trop réfléchi, il ne va pas se lancer dans les affaires, il va se lancer dans la vie, il ne va pas avoir des enfants. Les enfants, c'est de la fatigue, les enfants, c'est des contrariétés, ils ne vont pas forcément faire
Comment on dit dans la Gada? Amalenu Zabanim. Compliqué les enfants, hein? Non, Réveil, je ne veux pas te décourager. Mais les enfants, bon, Hachem, c'est beaucoup de nahat, mais il faut être patient. Donc, je connais le couple qui sont partis au restaurant, tout ça, machin, pour un peu se détendre. Et ça, et le mari de sa femme, fait. A dit, ah non, on avait dit qu'on n'avait pas parlé des enfants ce soir. Hein. Petit enfant, petit problème. Donc, c'est clair, on revient à notre histoire? On revient à notre histoire. Donc, la construction intellectuelle, c'est la base du judaïsme. C'est la base de la vie. Mais il y a des aléas, il faut un équilibre. Il faut du lève. Des émotions. Il faut de la passion. La passion, par définition, c'est contraire à l'intellect. Vous comprenez ou pas? Quelqu'un de passionné, c'est qu'il maîtrise plus tellement. Vous comprenez ou pas quelque chose? Non, vous ne comprenez pas le problème de la passion? C'est qu'il est pris par quelque chose. Il n'est plus maître de l'événement. Il est pris par quelque chose, le passionné. Mais la Torah nous demande d'être passionné. Mais attention, précise le Rav, le développement de la passion ne peut pas se faire sans la rigueur intellectuelle. Parce que là, tu deviens un fou. Là, tu es dangereux. Il y a une base rigoureuse à établir. Et après, quand maintenant tu es imprégné de Torah, tu es imprégné de Sechel, tu es imprégné d'Alacha, ta passion, elle va être kadosh. Pas n'importe quelle passion. C'est-à-dire que tu peux te jeter dans la foule, tu peux te jeter dans le feu, parce que tu t'es tellement habitué à aimer la Torah, à aimer les mitzvot, à aimer le chesed, à aimer la gdusha, à aimer la tahara. Tu t'es tellement parlé à la chot habitué à développer une relation saine avec les objets auxquels tu es confronté, que la passion et l'impulsivité, en général, elle est justifiée. Vous entendez ou pas? En général, elle est justifiée. Et en général, tu iras, tu trancheras pour une chose qui s'avérera avoir été complètement positive. Et il dit que le travail des midotes, là c'est le point qui est très important, le travail des midotes, c'est pas par le sechel uniquement. Il faut beaucoup de cœur, il faut du courage. C'est quoi le problème du sechel? Le sechel, il est objectif. Aurel, tu arrêtes avec ton truc. Le sechel, il est objectif. Donc quand tu es objectif, tu connais tes limites. Mes parents étaient coléreux, je suis coléreux, mon frère est coléreux, ma sœur est coléreux. D'accord? Donc maintenant, bon, bah, je vais travailler autre chose. J'investis pas dans une entreprise qui est déjà en faillite. Le CRL, il te limite. Comprenez ce que je veux dire ou pas? Non, c'est pas clair? Pour pouvoir se lancer à la conquête des midot tovot, à la conquête du travail contre l'État avot, à la conquête de Shmira Tenaim, faut faire preuve de un peu de folie. Ça fait 20 ans que à Yom Kippour, je m'engage à pas faire cette avéra, et encore je la refais. Alors est-ce que c'est après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois? Celui qui circule, il dit bon, statistiquement, c'est pas pour moi. Comprenez ou pas? Le sechel, pas uniquement il paralyse, le sechel il condamne, il te limite. Donc quand maintenant tu as construit du sechel, mais tu as maintenant réussi à développer du lève, tu as réussi à développer de l'idéal, de la passion. D'accord? C'est Ve'afta et Hashem bechol levavcha. Du lève, pas bechol avanatecha. Bechol levavcha, ton lève. C'est quelque chose de spontané. Spontané. Il faut créer cette spontanéité. Mais il y a un travail préalable. D'accord? On a l'Imoudat Torah d'abord. Sinon, la spontanéité, elle est dangereuse. Moi, je suis un juif du cœur. C'est bien quand tu es un Talmid Chacham d'être un juif. C'est très important pour un Talmid Chacham d'avoir du cœur. Mais pour un Amaharet, c'est Mesoukan Meod. C'est que la Torah,
elle appelle Arayot. Il y a un terme qui est donné des fois à Arayot, Julien, c'est quoi? Hesed ou. Hesed ou. Vous n'avez pas vu dans le Chumash? Parachat des Arayot. Pour les Yom Kippour. Hesed ou. C'est quoi le chesed? C'est un débordement. C'est important de déborder quand tu connais l'alacha. Quand tu n'es pas suffisamment dans l'alacha, le débordement, il peut être la pauvre fille et tout, je suis beau gosse. Je donne mon corps pour la science. L'odéama. Le débordement, quand il est cadré, il est magnifique. Quand il n'est pas cadré, c'est Navera. Comprenez? Donc le cœur, c'est un débordement. Donc il faut d'abord se cadrer. T'entends Léon ou pas? Maintenant, comme le Sechel est limite, ça ne te permet pas de travailler la Tahara, les Midot, parce que tu te sens limité. Moi, je suis comme ça, je viens de là, je ne vais pas avancer beaucoup. Non, il faut de la Emouna. Il faut des choses qui bouillonnent en toi. Si j'ai plus du Sechel, je vais y arriver. Mais t'es fou, tu te plantes. C'est pas grave, Hachem, il va m'aider. Des choses complètement mystiques, complètement. C'est pas du tout statistique ce que tu es en train de dire. D'accord? D'accord? C'est très important les statistiques. Mais si tu te limites à ça, ça s'appelle stériliser une plante. Ça s'appelle empailler le chien. C'est beaucoup plus rigolo quand il aboie. Pourquoi tu l'empailles? Comme ça, il ne s'abîmera pas. Mais non, mais laisse-le vivre, le chien. Il vient expliquer. Rav Ada Bara Ava, hein. Ouais. Il avait donc cette Messirut Nefesh. C'est quoi cette Messirut Nefesh? Bien que c'était un Tamid Racham, mais il laissait parler son cœur. Vous entendez ou pas? Il laissait parler son cœur. Et là, il a vu une juive qui faisait une faute grave. Par exemple, elle voulait ressembler à une Goya en étant attirante. Il n'a pas réfléchi une ou deux, il est venu la déchirer. D'accord? Il est venu la déchirer. Très bien. Alors, c'est quoi le problème? C'est plus fort que lui. Alors, qu'est-ce qu'il regrette? Ouais. Alors, le problème ici, c'est qu'on ne voit pas tellement qu'il regrette. Il y a marqué Matoun, Matoun. Est-ce que ça veut dire ça valait 412 ce que j'ai fait et je ne regrette pas ou je regrette? Rachid, on voit une notion de regret dans la Gemara, on ne sait pas exactement. Est-ce qu'il regrette ou il évalue comment dirais-je, combien il était prêt à dépenser pour la Messirut Nefesh? Vous comprenez ou pas? Alors, d'après l'explication du Rav Kook, ça sort comme ça. Ça sort que on a un grand problème dans la Gemara depuis le début. C'est qu'on dit, lui, grâce à ça, hein, sa prière était reçue. Quel rapport entre la Messirut Nefesh et la prière? Tonton Shimon, grâce à ça, sa prière a été reçue. Quel rapport Messirut Nefesh et prière? On a vu l'explication du Maharal. Messirut Nefesh, c'est je lutte contre ma nature. Je sacrifie quelque chose qui est en moi, que naturellement, je ne veux pas. Donc, puisque tu vis hors nature, Hachem, il fait des miracles surnaturels. Ça, c'était le Mida Keneged Mida dans le Maharal. D'accord? Le Rav propose une autre explication. Celui maintenant qui laisse parler son cœur, qui ne vit pas que par le Sechel, qui ne vit pas dans la limite. Quand quelqu'un maintenant, il a un proche de sa famille qui est malade et les médecins disent de toute façon, ça ne soigne pas cette maladie. Il va prier ou pas, le mec? Il y a 100%. Ben non. S'il est Sechel, il ne va pas prier. Ouais. Quand tu comptes que sur Dieu, c'est tu payes. Il ne m'écoute pas. S'il est Sechel, il y a des statistiques. Statistiquement, on n'a jamais soigné une telle maladie. Il ne va pas prier. Il ne va pas prier. Parce que c'est prier pour quelque chose. C'est un problème de prier contre quelque chose qui est contre nature. On a vu ça. Vous vous rappelez ou pas? Où est-ce qu'on a vu ça? On ne prie pas quelque chose qui est contre nature. On l'a vu. On a fait la souga, vous vous rappelez ou pas? Hein? On a entendu le cri. Le cri. Qui a entendu le cri? Hillel. Hillel. Quand maintenant tu entends un cri de frayeur dans la ville, tu vas prier qu'il ne se soit rien arrivé. C'est un cri que tu sais qu'il est arrivé quelque chose. Il a prié que ça n'arrive pas chez lui. Pas il a prié. Il a cru, il a renforcé son humeur. Pas il a prié, c'est Tfilat Shafra de Shalom. Ouais. Vous comprenez, on ne prie pas contre quelque chose qui est impossible. Mais il y a des fois, qu'est-ce qui s'appelle possible, qu'est-ce qui s'appelle impossible? Tu peux citer, tu as du cœur et de la émouna. Il y a beaucoup de choses que pour certaines personnes c'est impossible, et pour toi c'est possible. Qu'un événement soit déjà passé, tu dis qu'il ne se passe pas, ça c'est impossible. D'accord? Mais maintenant que cette personne ne guérisse pas, d'où tu sais? Il y a des miracles réfouis, des nesses réfouis.
Je te dis. Pris. Donc Ravada Barava, qui avait l'habitude de ne pas donner le dernier mot au CRL, d'utiliser son CRL, mais de développer de l'émotion, de la émouna, de la passion. Donc sa Messirut Nefesh lui crée une relation complètement intense avec Akadosh Baruch Hu, cette Messirut Nefesh, qui lui permettait de prier sans aucune idée reçue. Ouais, de toute façon, ça sert à rien. Je le fais, mais ça sert à rien. Comprenez ou pas? Il y croyait à sa prière, tellement il se laissait porter par son cœur. Et c'est pour ça que sa prière a été exaucée. C'est ça le lien entre Messirut Nefesh et réception de prière. Vous avez compris ou pas le développement? Non, c'était pas intéressant? Julien, ça t'a pas trop plu? Sans plus, tu dis. J'aurais essayé tout au moins. Voilà, donc tout le monde s'en va, c'est ça? Rav, Oui, je peux vous poser une question? oui, vas-y, David. Dans la version du Rambam, du Shatnez, Attends, juste un petit détail. Normalement, on déborde jusqu'à 11h30, mais faute de combattants, bah, c'est le donc là, Julien pas trop, machin. Donc d'habitude, il y a Jonathan qui reste. Mais là, Caniré, il prépare les merguez. Et voilà. Donc pour l'instant, toi, tu seras bien resté jusqu'à 11h30? Il y a qui veut rester jusqu'à 11h30? Tu veux rester jusqu'à 11h30? Bon, bah, on peut rester jusqu'à 11h30, puisque Rabbi Shimon, il veut rester aussi. Et Julien, il va devoir rester, du coup. Bah là, aujourd'hui. Voilà, un petit quart d'heure, multiplié par 4. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, David, donc sois bref. Vite fait. D'après la version du Rambam, du Shatnez, est-ce qu'on peut dire que il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, il y a du Hana, pardon. Il y a du Hana dans le Shatnez. On peut le revendre à un goy parce que sinon la Gemara dans l'histoire de Rav, il aurait dit qu'il déchire sur lui. Faut pas l'enlever. On l'enlève pas, on le déchire sur soi. Et à ce moment-là, s'il y a un à ce moment-là, pour l'histoire de la femme, il sait qu'il a payé et qu'il va déchirer. Ouais, j'entends ce que tu dis, c'est intéressant. Pourquoi il n'a pas dit déchirer sur lui? Bah, des fois, c'est dur à déchirer, enlève-le. C'est technique, déchirer un vêtement, c'est pas facile des fois. Enlève-le. Anilode. J'entends ta remarque, c'est intéressant. Bonne journée, Rav. Razak, David, c'était bien quand même? Non. Ça a coupé, l'ordinateur, il a planté. Mal à saute. C'est pas grave, c'est de ma faute. Allez, salut. Et des bonnes nouvelles. Merci. אוקיי, תודה רבה. כולם שכולם גם. Amen. Qu'est-ce qu'il y a, Eli? Dans un massage. C'est vrai, oui, il a besoin, lui, de massage. Parce que nous avons Réhouven qui est masseur maintenant. Non, c'est pas Mozart. Bah, il vient d'avoir son diplôme. Il ne va pas se laisser charcuter avant qu'il ait eu son truc. Ce que je dis, c'est pas maintenant. Voilà, Julien, c'est quoi ta question? Ma question, Au final. Le regret, c'est dérangeant. Quand on dit Matou de Matou, au final, Ah, on n'a pas bien expliqué ce point-là, ouais, t'as raison, ouais. Ça veut dire qu'au final, il regrette, pas il regrette, ça veut dire il a agi un peu trop impulsivement malgré tout. Si M. on nous montre, il dit ah, M. Dépêche, c'était prêt à faire. C'est trompé, tellement il est moyen, jusqu'à quel point il était prêt à aller. Oui. D'accord. Et si on dit que, on va nous expliquer que c'est un exemple qui donne, et que finalement il a gagné quelque chose de ça. Alors pourquoi il lui voit un reproche, quoi. Finalement, s'il a gagné, et c'est encore plus fort, parce que, et il l'a fait il l'a fait sur une Goya, et il était prêt à payer, et à mettre sa vie en jeu, tout ce qu'on a vu sur notre paquet, on met à danger, on ne sait pas exactement ce qu'il a. Donc, il a fait, c'est ce qu'elle a pris. Mais les trucs de elle est encore plus grande, en fait. C'est-à-dire, on parle de quelqu'un qui est encore plus grand. Pourquoi le voir comme un reproche? Bon, tu l'as fait, ça veut dire que, à mon avis, hein, la conclusion qui me paraît, il a raté ce qu'il voulait faire. En faisant sur la Goya, ça a raté, quoi. C'est pas ce qu'il voulait faire. Est-ce qu'il payait ou pas sur la lune, c'est encore une question, mais c'est pas ça la conclusion. Il voulait soit enlever un béguet de châtelain, soit enlever un béguet qui était lui recruter le front, et il a raté. Donc il dit bon, j'ai perdu 400,
Je vais pas les perdre, c'est dû, parce que ne pas les perdre, c'est dû. Mhm. Bien, j'ai raté. Ça veut dire, mais ça vaut des rêches, c'est vrai, il est tellement. Je ne pouvais pas supporter de voir quelque chose comme ça que je fais. Je vais reprendre ce que tu as dit, c'est intéressant. Euh, donc, il faut conclure le sujet. D'accord? Demain, on va passer à autre chose. Il faut conclure le sujet. Et donc, nous, la question qu'on avait posée, ça semble un peu se contredire. Il faut dire à Israël que je reste jusqu'à 11h30. C'est bon. On peut lui faire un petit coup de fil à Israël? Si. Euh, donc, nous, on avait une contradiction. On a dit, d'un côté, on nous présente que c'est tout à fait louable son comportement de Messirut Nefesh, et lui, il regrette ce qu'il a fait. Bah, t'as fait Messirut Nefesh. Alors, je lui ai dit oui. Messirut Nefesh, j'étais prêt à le faire pour une juive. D'accord? J'étais prêt à le faire pour une juive, là. Voilà, il dit, pour une Goya, lui, il est étonné. En général, quand il fait quelque chose, Hachem le protège pour ne pas commettre d'erreur. Et justement, puisqu'il fait les Shem Shamaim, c'est pour ça qu'Hachem le protège. Des fois, quand tu fais preuve d'impulsivité, les Shem Shamaim. À Hachem, ouais, mais derrière Shadam Rotse la Lechet. Molechim Oto, Hachem, il t'aide pour que ça se confirme dans les actes. Des fois, il faut se jeter à l'eau. Et Hachem, comme il sait qu'on peut faire des erreurs, il nous aide, qu'on est tombé dans la bonne piscine. Pas dans une casserole de cannibale. On est tombé dans la bonne piscine. Donc là, c'est bizarre. J'ai l'habitude de me jeter à l'eau. Et Hachem, il m'aide. Tu comprends? Comme il fait les Shem Shamaim, j'ai l'habitude de me jeter à l'eau. Et Hachem, il m'aide. Là, je me suis jeté à l'eau. Hachem m'a pas aidé. Qu'est-ce qu'Hachem me reproche? Et il dit Matoun, Matoun. C'est-à-dire, si on dit d'après le deuxième chat de Rashi, Matoun, Matoun, c'est soit plus circonspect. C'est-à-dire, même si je t'aide quand tu te jettes à l'eau, ouais, et que c'est important de se jeter à l'eau et de ne pas donner au Sechel tout tes, comment dirais-je, toute ton action. Le Sechel, il ne doit pas être entièrement maître de tes actions. C'est une base, mais malgré tout, ouais, tu dois travailler dans cette mesure des vêches quand même une petite retenue. Tu ne peux pas être sommaire sur le NES. Par définition, mais sur Nefesh, il y a moins de retenue que par le Sechel. Mais il faut quand même un équilibre. Donc nous, on apprend de Ravada Barava qu'il incarnait la Messirut Nefesh. Mais dans cette histoire-là, on apprend qu'il a un petit travail à faire sur ça. Pas de complètement stériliser sa Messirut Nefesh, mais de la tempérer, de l'équilibrer peut-être. Ce serait peut-être ça le message. Et si on devait classer les midotes, ça veut dire quoi? Ça veut dire le sechel, le lève, comment l'ordre? Lui, le Rav Kook, il dit on commence par le Sechel. C'est ça qui nous permet de savoir où on est. Quand tu es dans un champ miné et tu sais pas où sont les mines, tu peux avoir du cœur, mais tu n'as plus de jambes. Ouais. Donc ça c'est assourd, ça c'est moutard. Machin. Déjà savoir ce qui est permis, ce qui est interdit, on a besoin de beaucoup d'étudier la Torah. Deuxièmement, d'avoir des pensées de Torah dans la tête, ça nous évite d'avoir des pensées de assourot. Troisièmement, l'étude de la Torah nous permet de développer une réflexion rigoureuse et de ne pas être impulsif et de faire des choses que la subjectivité me pousse, mais c'est complètement égocentrique et j'étouffe tout le monde autour de moi. Donc j'ai au moins 3 bonnes raisons de donner la priorité au Limud Torah. Et c'est ce qu'on fait, Mehmet, aux enfants. On leur apprend que retiens-toi et maîtrise-toi et réfléchis avant de parler, réfléchis avant d'agir. C'est un gros travail qu'on doit faire dans notre vie. Cette objectivité, cette retenue, etc. Mais il y a un moment où il faut maintenant, ça y est, maintenant, combien de temps je vais être carré, combien de temps il faut aussi maintenant ve'afta et Hashem, ve'afta, développer des passions, développer des idéaux, développer de la émouna, développer du bitachon. Par exemple, je vais raconter l'histoire. J'ai un copain à moi qui a fait tchouva. Tardivement, il est devenu Breslev et enfin il a choisi d'être Breslev après qu'il ait fait tchouva. Et c'est un très grand Talmid Chacham, ouais. Et ça se contredit pas, Shalom. Mais souvent, des fois, c'est péjoratif. Non, lui, c'est un très grand Talmid Chacham. Et donc, lui, il a mis ses enfants dans des écoles, il habite à Meacharim, il a mis ses enfants dans des écoles Breslev et tout, je suis même pas sûr. Et j'ai parlé avec son fils, et je lui ai dit alors, qu'est-ce que c'est intéressant, la Chassid de Breslev? Il dit, je connais pas. Ça, tu connais pas? Ah non, non, c'est ni point après le mariage qu'on commence la Chassidout. On fait Gemara Halacha. Vous voyez l'illustration ou pas? C'est à la Chassidout, c'est fondamental. Chassidout, Moussar, je sais pas.
Je ne viens pas ici, je sais qui que ce soit, faire quoi que ce soit. La chassidut, je ne dis pas que c'est obligatoire, mais pour certaines personnes, ça leur a sauvé la vie, leur a fait découvrir Hachem, et le Moussar, ou les Haggadot, en tout cas des choses qui ne sont pas. Les Haggadot, le Moussar, enfin le Moussar c'est carré, mais les Haggadot de la chassidut, c'est pas carré, d'accord? Chaque fois qu'on rentre dans la Haggadot, on doit arriver à des trucs plus ou moins relatifs, d'accord? C'est pas comme la halakha, Moutar, Assour, Chayav, Patour, Tamé, Tahor, d'accord? C'est binaire la halakha. Comprenez ou pas? Alors que la Haggadah, c'est des notions beaucoup plus fines, c'est relatif, ça dépend du contexte, ça dépend de ci, ça dépend de ça. Je ne peux pas donner une équation à une Haggadah, à une conclusion d'Haggadah. Et donc, ils ont un travail, les jeunes, de travailler Gemara, Halacha, machin, Chumash, des choses carrées, des choses cadrées. Et après, avec le mariage, on découvre la vie, on doit se lancer dans la vie. Alors, on a besoin d'outils pour ne pas être congelé, pour ne pas être robotisé. Mais un enfant, il a besoin d'être robotisé, parce que comme un enfant, il est par définition impulsif, donc il y a un équilibre à faire. Mais il ne faut pas éteindre le feu qui est en nous. Comme ça, je viendrai classer ces deux choses-là. Et c'est pas qu'après, c'est que du corps. Le sérel, il reste là. Mais on ne peut pas rester dans la Torah sans de l'émotion, sans de la passion, sans de la émouna, sans de folie. Il faut un peu de folie dans la Torah. Vous comprenez ou pas? Il faut un peu de folie. Se jeter à l'eau. Faire preuve de messirut nefesh. Pourquoi? Parce que quand maintenant, c'est plus de la statistique, le CRS, c'est la statistique. Quand c'est plus la statistique, qu'est-ce que c'est? C'est de la émouna. Qu'est-ce qui vient départager? Là, c'est pas sûr que ça marche. Pourquoi tu le fais? Parce que c'est pour le bien. Et Hachem, il va m'aider. Oui, mais c'est pas sûr. Bah, dans ce cas-là, on fait plus rien. Dans la vie, on doit toujours prendre des risques, qu'on le veuille ou non. Donc, tu veux une école pour ton enfant. Là, c'est l'avantage, c'est l'inconvénient. Et là, c'est l'autre. Choisis l'inconvénient, choisis l'avantage. Tu dois prendre. C'est jamais noir ou blanc. La vie n'est pas manichéenne. Mais si tu es tout en train de regretter, peut-être j'aurais dû prendre l'autre école, peut-être j'aurais dû prendre l'autre école. Le gosse, il va le ressentir. Non, j'ai fait le bon choix. Hachem m'a aidé. J'ai demandé à des rabbinim. J'ai fait mes sourds nefesh pour pouvoir. Je me suis cassé la tête comme il faut. Et après avoir demandé conseil à droite à gauche à des gens qui, d'après moi, vraiment, c'est une recherche objective. Bon, j'ai laissé parler mon cœur après tout ça. Sauf, qu'est-ce que je ressens dans l'histoire? Et pas tout de suite, qu'est-ce que je ressens? J'aime bien l'école à côté de la maison. Non, ça, c'est pas un bon choix. Ça, c'est très, très subjectif. T'as pas envie de te bouger. Ça peut pas être le paramètre déterminant, l'école est à côté de chez moi. Vous comprenez ou pas? Ça peut rajouter. L'enfant, il aura peut-être du mal à ça, des trucs. Ça peut être un paramètre. Il n'y a pas que ça. Il y a d'abord des paramètres objectifs, et après, tu te laisses porter dans ta décision. J'avais une fois expliqué un truc pareil. Très intéressant, j'ai un copain qui avait expliqué les tefilines comme ça. Il avait dit, c'est marrant quand même. Les tefilines, tu vas appeler un chauffeur, par exemple, je vous envoie Eléonisa, ou bien celui qui a plus d'argent, David Aoud Machavruta, des belles filines magnifiques, écrites, on dirait derrière une imprimante, tellement c'est bien écrit. Mais on ne les lit pas. Pourquoi on a besoin d'un taf tellement beau? On ne le lit pas. Tu vas payer 3 fois le prix pour un truc que tu lis pas. Tu comprends ou pas? Comme quelqu'un vit dans un pays où il n'y a pas d'électricité, il achète un ordinateur. À quoi? Super perfectionné, avec une carte graphique de folie. Il n'y a pas d'électricité. Tu vas faire avec. L'Avdil. Et là, maintenant, la Torah nous demande de porter sur nous des parachutes, mais on ne les lit pas. C'est fou. La Torah, c'est fait pour être lue. Pourquoi on ne nous dit pas de le lire une fois par jour? Il y en a qui sait bien de lire la paracha de Tfilin avant, mais c'est pas un devoir. C'est pas le Shulchan Aruch, c'est pas la Gemara. C'est bien. Savoir ce que tu portes sur toi. Mais t'es pas obligé. Tu pourrais toute ta vie ne pas savoir ce qui est écrit dans les Tfilin, ouais, ou plus ou moins savoir, parce que on fait parachat à Shavua, on fait. Ouais, donc on sait, on a un devoir d'étude à Torah, donc on sait ce qui est écrit dans les Tfilin par le mitzvah de l'Imout Torah. Mais bon, ça a l'air d'être déconnecté. Et il avait expliqué, mon ami, une idée très intéressante, je crois que c'était pour la bar mitzvah de son fils. Donc il avait expliqué la raison des filines, ouais. Puis on met sur la tête et sur le cœur, ouais. Sur le bras, le cœur. Et donc ça représente un peu de relier la réflexion à l'action. D'accord? C'est important de réfléchir, mais il faut agir aussi. Et on voit que le cœur, il a sa place dans l'action. Et quand on agit, en vérité, tu dois agir maintenant, tu as devant toi un cas particulier, où dedans, il y a un peu de chesed, il y a un peu de cruauté, il y a un peu
je sais pas, des fois, c'est tout un mélange de plein de paramètres. Comme on dit, c'est pas manichéen, c'est pas, c'est clair que là, c'est Assour, c'est clair que c'est Chayav. D'accord? Qu'est-ce qui te fait agir? Alors, il te fait agir, est-ce que tu es un morceau de Torah ou pas? Est-ce que tu es imprégné de Torah ou pas? Quand tu es imprégné de Torah dans des situations comme ça, ben c'est la Torah qui est en toi qui parle. C'est ce qui a marqué sur les Tfilines. Chez Torah Tachem Beficha. La raison des Tfilines, que la Torah Tachem, elle sort de ta bouche. Pas les résultats du match de foot d'hier, et pas la politique, et pas. Non, non. Tu es un morceau de. Tu accroches la Torah à toi, parce que toi-même, tu es un morceau de Torah. Et donc, quand agis, tu n'as pas devant toi des parachiotes, des gmarot, des psukim. On n'est pas comme Rav Dov Lando ou comme Rav Shar. Pour un juif normal, il n'a pas tous les textes devant lui qui définent. Ron. Il lui reste une impression imprégnée de texte. Vous suivez ce que je veux dire ou pas? Donc les tefilines, on les porte normalement toute la journée. C'est ça qui accompagne mon action. Il faut que je sois un morceau de Torah, faut que je sois un morceau de Torah, et que c'est la Torah qui est en moi qui agisse. Donc c'est plus de l'émotion que de la réflexion. On agit rarement en direct live par une réflexion objective, parce qu'on doit faire vite. Vous comprenez ou pas? Donc si tu n'as pas de cœur, qu'est-ce qui se passe quand tu as devant toi un événement? Eh bien, tu fais rien. Cheval, t'es assez adif, tu fais rien. Parce que tu as peur de te tromper. Et la Torah, elle veut pas que tu sois un passif. Elle veut pas que tu sois un paralysé. Elle veut que tu agisses par la Torah. Donc il faut étudier, 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 même si tu connais, étudier, étudier. Être tellement imprégné de Torah que quand j'agis sans réfléchir, ça reste de la Torah. Vous me suivez? C'est clair? J'ai répondu à ta question? Donc les gens qui ont des connaissances de Torah, mais qui ne sont pas imprégnés de Torah en étudiant tous les jours, ouais. Par exemple, c'est l'histoire un peu du Daf Yomi. Daf Yomi, on ne retient pas grand-chose, ouais. Et si c'est notre seul limoud, c'est pas conseillé, parce qu'on veut mieux apprendre des choses qu'on retient. Surtout si ça dépend de la lacha, alors. Chazvé shalom, il suffit qu'il Daf Yomi au dépend de la lacha, chazvé shalom, c'est assourd. Il faut qu'il connaisse des halachot quand même, il ne connaît pas la lacha et il voyage des gmarot. Mais celui qui va en limoud en plus faire du Daf Yomi, ouais, ou t'aider plus vite, ça l'apprenne de Torah, des idées de Torah. Il ne saura pas où c'est écrit, il ne sait pas c'est quel din, mais là-bas, d'avoir étudié tout ce développement de la Gemara qui parlait de tels problèmes, alors ça l'a sensibilisé à un problème, que comme il s'est investi dans la Gemara, alors il va rester quelque chose. Et ça va créer en lui des réflexes. T'es d'accord, Julien, ou pas? Il y a des Gemarotes que c'est pas d'où ça te sort, c'est pas où c'est écrit, mais ah non, ça c'est un problème. Tu l'aurais vu dans le Shulchan, ça t'aurait rien fait, parce que c'est trop volatile. Le fait d'être resté dans chaque latariat, de réfléchir, c'est quoi le problème? Donc, c'est rentrer en toi le problème. Et ça crée en toi des réflexes conditionnés. Réflexes de Pavlov. Conditionnés, non, ça c'est mal. Quoi, nous, qui te dit, mais Amarlecha, l'oder, l'oder. Et des fois, quand on va voir un gadol en Torah, il peut dire quelquefois, des fois comme ça, le gadol. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? C'est ça. Ça, quoi, c'est bizarre. C'est vrai que l'ancien te plaint. C'est étrange, quoi. Ça paraissait. Qu'est-ce qui est étrange? Qu'il y a une permission de bosser des de Hayalot, parce que c'est une permission de type comme ça. Ça me paraissait. Bon, permission. Oui. Pour une permission. Donc moi, j'ai pas un changement de mes fourrages, c'est interdit. Et il y a même des culottes et tout. Ça arrive, Bavid Teyou, etc. Mais quand tu vois l'idée de Harayot dans la Torah globalement, et qu'on vient maintenant bannir la chose avec une telle violence, et Ichou, des machins. Donc on va dire, comme on dit, la substantielle moelle de la Torah semble te faire fuir ces trucs-là, mais de manière, comme on dit la Gemara, Achare Ari, Velo Achare Isha. Tu es dans la rue, tu as deux rues. Tu as une rue où tu as un lion, tu as une rue où tu as une femme. Tu marches derrière un lion, mais il va te bouffer. Bon, bah, j'espère qu'il sait faire la bracha avant. C'est-à-dire, la femme, c'est vraiment une des premières causes de Gehinnom, c'est la femme. Pas elle, hein. Notre attirance pour elle. Pour un homme, c'est le gros Yetzera. On n'a plus d'Avodazara. Donc le gros Yetzera, c'est la femme. Avant, le gros Gehinnom, c'était l'Avodazara aussi. On n'a plus, ouais. Je vois un Bouddha, je boude, ça ne me parle pas. Mais les femmes, et Staklout, et Marchavod, et des fois, Chas V'Shalom, pire que ça. Ouais. On n'est pas à l'abri.
mort, de l'adultère. Il y a une femme qui te machin, qui t'a bien aimé, et truc. Elle a des outils qui peuvent faire tomber très facilement. Faut être Yosef et Tzadik. Si elle est mariée, elle est mariée, elle est mariée, elle est mariée. Donc malheureusement, on en connaît des histoires. Hachem Ishmor. Donc quand on te pose une question dans ce domaine-là, il ne faut pas juste voir où fait Makatouv, Makulod. Est-ce que tu es prêt à assumer la dégringolade de ce petit barour sympathique? C'est pour ça qu'on ne pose pas la question à GPT, on pose la question si GPT ne faisait pas d'erreur. On a fait une expérience avec mon ami Julien, GPT, des connaissances de Torah de GPT. Tu as déjà essayé ou pas? Faut pas. Parce que il connaît tout, mais faux. Le seul truc qu'il ne sait pas faire GPT, c'est je ne sais pas. Il ne sait pas dire je ne sais pas. Impossible. Impossible un truc pareil. Donc tu donnes une mara, un truc, il va te donner une mara, il n'existe pas, un DAF précis où il n'y a rien là-bas qui parle de ça, mais je ne sais pas, il ne connaît pas. Et quand on va voir un Rav, Iré Shamaim, eh bien, en général, on lui demande pas ses sources. Parce qu'on ne parle pas à son cerveau, on parle au tefillin qui est sur son cœur. Et des fois, deux mecs différents vont poser la même question, ça peut être la même réponse. L'air t'aida lama. Et le Rav lui-même, il ne sait pas pourquoi te dire. On dit, ah, il est Mekoubal. Non, il n'est même pas Mekoubal, rien du tout. Ensuite, un truc un peu mystique, il est Mekoubal. Quelqu'un qui consacre sa vie à Torah et Mitzvot, Hachem est avec lui, il n'y a pas besoin de Kabbalah. Hein. Je n'ai pas dit que c'est mal d'étudier la Kabbalah, Chas v'Shalom. C'est juste qu'on peut bénéficier de Siyata Dishmaya miraculeuse sans étudier la Kabbalah. C'est très bien d'étudier la Kabbalah, ça fait partie du judaïsme. Et tu as Raphaël Keski, des fois on lui posait une question, il dit, je ne sais pas, on lui dit, ah, cette source c'est écrit où? Il dit, peut-être c'est la Kabbalah, mais c'est écrit ni dans le Babli, ni dans le Yerushalmi, ni dans le Midrash, vous connaissez tout par cœur, il dit, peut-être c'est la Kabbalah. Et pourtant, lui demander une bracha, ça s'exauçait, ouais. C'est pas un Mekoubal, le Raphaël Keski. Il a dû lire le Zohar, j'imagine. Il devait connaître le Zohar, mais Mekoubal, il n'était pas. Mekoubal, c'est pas uniquement lire le Zohar. C'est Kitve Arisa, les machins, Raphaël Vital. D'accord? Donc le Rav, qui est imprégné d'objectivité de Torah, mais qui a aussi une connexion directe avec Hachem, qui passe par l'émotion, qui passe par la passion, qui passe par l'amour, et pas uniquement par le serel. Alors ça le Rav, il a, qu'on appelle, des fois tu vois dans des livres, des fois il y a une question, et le Rav, il dit, Libi Omer. T'as déjà vu ça ou pas, Julien? Libi Omer. Mon cœur me dit. Il y a une grosse question. Par exemple, là, on a fait une question, est-ce qu'on n'est pas tour? Quand maintenant on vient casser un objet pour qu'une personne fasse une avéra, on n'a pas tellement tranché. Alors, le Rav Eliashiv, il a tranché d'une certaine manière, le Rav Arba, c'est Libi Omer. On n'a pas une preuve, on va dire, tranchante. Ah ben, Libi Omer, chez Patour, Libi Omer, chez Chayav, tu as voir le Yachol Lidvakar. Le Chazonish, il écrit dans une de ses igarettes, très intéressant, le Chazonish. Il dit que tu as une marloquette entre deux grands rabbanim. Alors lui, il a compris la Gemara comme ça, lui a compris comme ça, lui a compris le Rambam comme ça. On peut des fois donner des titres sur pourquoi l'un il dit comme ça, l'un dit comme ça, des fois. Mais il y a un moment, il dit le Chazonish, où il y a un psak final, où c'est déjà quelque chose de personnel. C'est une intuition. Le psak final, quand tu as tous les éléments, comment tu tranches, alors des fois, tu considères vraiment que l'autre, c'est une erreur. Bon, c'est rare quand tu as deux Gdolim, et il a fait une erreur grossière, d'accord. Donc, si tu as un Ashkenaz, un Sfarad, alors il est plus posé comme le Roche, plus comme le Rambam, etc. Non, les deux sont Sfarad, d'accord. Si maintenant, tu as Rav Yosef, il a pris pour lui des principes de psak, bon, c'est on a compris. Mais si maintenant, on n'a pas de principe de psak, comme ce qui existait globalement avant, ouais. Donc, c'est quoi la page toute la Gemara? On a vu, nous, que dans une Mara, il y a au moins une dizaine de paramètres qui s'imbriquent. Donc, pour mettre le poids, ça c'est plus important, c'est moins important. Après, c'est une intuition. C'est combien tu as étudié de chat, c'est comme, d'après toi, en général, qu'est-ce qu'on devrait dire sur une chose pareille? Mais tu ne peux pas tellement l'exprimer verbalement. C'est Libi Omer. Ce qu'on appelle Torah d'Ilé, c'est la Torah Shelcha. Toute la Torah que tu as essayé d'incarner, toute la Torah que tu as essayé d'intérioriser, c'est ta Torah qui parle.
Et donc c'est pour ça qu'on peut avoir des marloquettes au Sanhédrin alors que c'est des tzadikim, etc. Parce que chacun, c'est une partie de lui-même qui parle. Son investissement dans la Torah qui parle. Mais c'est pas carré. On ne peut pas repérer, ah, lui, il s'est trompé. Non, tout le monde a raison, parce que dans chaque juif, il y a une Torah qui parle. Et c'est pas tellement carré, la Torah. Pas qu'une réponse. Shivim panim, la Torah. C'est bon? Donc la conclusion de la Gemara, c'est de dire ça, c'est que c'est une qualité. Donc on reprend la Gemara depuis le début, Julien. Abaye dit, mais attends, mais... Rav Papa dit, Abaye dit, attends, mais je comprends pas. Pourquoi eux, leurs prières sont exaucées? Nous, on connaît plus de Torah que eux. Rappelle l'argument du début, c'est qu'on connaît plus de Torah. La base de tout, c'est la Torah. Si on connaît plus de Torah, on est plus proche d'Hachem. Et la Gemara, elle répond, d'après l'explication du Rav Kook, ouais. Non, c'est vrai que la Torah, c'est la base de tout, t'as raison. Il n'y a pas comme la Torah. Mais ça ne suffit pas. Même s'il a moins de connaissances de Torah, puisqu'à leur époque, ils étudiaient plutôt Nézékim, même s'il a moins de connaissances de Torah, mais avec ce qu'il avait comme connaissance, il a développé une relation intense avec Akadosh Baruch Hu, de cœur, d'émotion, de passion, d'émouna. Et ça fait qu'il n'avait pas de limite. Il n'était pas limité dans le travail des midotes, pas limité dans le travail des midotes. Des fois, le mec, il va voir un psy, j'ai une histoire d'un amant comme ça, le mec, il va voir un psy, il dit non, mais d'après votre nature, d'après votre éducation, pourquoi vous essayez de changer ce truc-là? Essayez de compenser, machin. Et le mec, il a dit, bah, je sais pas, je peux essayer. Je peux prier. Pourquoi me détruire des horizons? Celui qui est les Mouna, ouais, il peut essayer au moins. Ah, il faut pas qu'il s'entête pendant 30 ans qu'il tombe sur un truc que c'est pas pour lui, d'accord? Pas qu'il s'entête. Mais en tout cas, il a plein d'horizons autour de lui. Et c'est ça la tefila. C'est pas exclu que Hachem fasse un truc pareil. Et tellement c'est pas exclu que quand il prie, ouais, il y croit. Il y croit, il voit déjà la chose. Moi, je me rappelle quand j'avais fait tchouva, et que mes parents, donc ils n'étaient pas du tout religieux, même pas traditionnalistes, quand je priais pour qu'ils fassent tchouva, je les voyais, lui avec le chapeau, l'autre avec la perruque, machin. Et donc, tu te projettes dans le truc, comme si c'est devant toi. Je me dis non, mais c'est pas logique. A priori, ils sont anti, ils sont ci, ils sont ça. Alors, tu peux pas prier. Tu peux pas prier. Parce que même si tu le demandes pour demander, mais tu n'y crois pas vraiment. Quand on demande quelque chose, il faut y croire. Il faut croire qu'Hachem peut le faire et qu'Hachem veut le faire. Après, ça dépend. Est-ce que maintenant, Bémet Hachem, il veut vraiment? Mais il peut, il peut. Donc tout est possible. Vous comprenez ou pas? Voilà, donc c'était donc la Torah, c'est important, c'était la question de Rav Papa. Il répond à Abaye, mais ça suffit pas. Il y a aussi l'impulsivité. Quand le morceau de Torah que tu incarnes, il parle sans réfléchir. Alors c'est vrai que des fois, il ne faut pas trop se laisser porter. Il y a un équilibre même dans ce travail-là. C'est ce que Ravada Barava, il a essayé de comprendre de cette histoire-là. C'est vrai que je me laissais porter, c'est bien, mais il faut faire attention un petit peu quand même. Et ça explique la force de la tefila, parce que je me laisse porter par mon émouna, par ma passion. Donc quand je prie, il n'y a pas de limite. Il y avait une disette, il y avait par exemple des juifs qui faisaient des avérotes, donc moi je vais aller prier, mais bon, avec tous les juifs qui font des avérotes, c'est impossible qu'il y ait de la pluie. Mais non, Hachem, il est miséricordieux, tout est possible, et tout, il enlève sa chaussure, il tombe la pluie. En gvoul, les rachmanouk. Il n'y a pas de frontière à la miséricorde divine, il n'y a pas de frontière, il y a de frontière à rien. Dans le digne, il y a un gvoul. Dans la merachamim, il n'y a pas de gvoul. Vous comprenez ou pas? Dans l'amour, il n'y a pas de limite dans l'amour aussi. Quelqu'un, il pensait aimer ses enfants, et puis il découvre encore d'autres choses. Il n'y a pas de limite. Dans l'amour pour sa femme, il n'y a pas de limite. Mais dans mes devoirs, il y a des limites. Ça, je rêve, ça, je suis pas de tout. Vous comprenez ou pas? Donc la Torah m'apprend à fixer des limites. Mais il ne faut pas être paralysé par les limites. Voilà, c'était sympa comme truc. Juste ma femme m'a appelé. Donc non, on peut continuer encore. Hein. Je dois juste rappeler ma femme parce que je suis